Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous dominical. Cela fait déjà 2 ans et demi que le gouvernement de la rupture a pris les rênes de ce pays avec de nouveaux objectifs pour de nouveaux résultats. Quelques jours après son arrivée, ce gouvernement a été la cible de plusieurs tirs croisés, surtout en ce qui concerne les réalisations dans le domaine du social. Et dès lors, le chef de l'État et son staff ont engagé certaines réformes dans le but de l'amélioration du quotidien des citoyens dans le domaine du social, bien évidemment, à savoir, par exemple, la satisfaction des revendications des agents de la santé, des enseignants qui étaient en grève, la lutte contre les faux médicaments, le financement du programme des cantines scolaires, le maintien de la gratuité de la formation dans les universités nationales, etc., etc. Des actions qui font même dire à certains observateurs, et pourtant, il y avait du talent social. Mais est-ce vraiment la vie de tout le monde dans le pays? Ces actions rassurent-elles entièrement le peuple béninois? Pour répondre à ces questions, je reçois sur ce plateau 3 invités. Monsieur Lot Kendi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du mouvement Bâtissons le Bénin Nouveau, BBN. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Et en face de vous, Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci également de votre disponibilité. Vous êtes un acteur politique, vous êtes le président du gouvernement des jeunes. Merci d'être venu sur ce plateau. Je suis aussi le président du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Pas le président, le porte-parole. Le porte-parole du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Je voudrais qu'il soit considéré que c'est à ce titre que je suis là et non pas en tant que président du gouvernement des jeunes du Bénin. D'accord, merci pour ces différentes précisions. Et puis, sur ce même plateau, David Biokou, vous êtes le vice-président de la coalition Bénin Route. Bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'être venu. Alors, Lot Kendi, le gouvernement du président Patrice Talon a été qualifié dès son arrivée d'un gouvernement antisocial ou encore d'un gouvernement qui étouffe ou asphyxie ses concitoyens. Avez-vous l'impression que ce procès est désormais révolu? Non, c'est tout simplement une question de changement de modèle de gestion, de modèle de gouvernance. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 10 dernières années, le social était considéré un peu comme entre griffes du saupoudrage, c'est-à-dire que c'est quand on faisait des messes d'action de grâce qu'on pouvait parler, donc j'allais dire de social, c'est quand les hymnes pouvaient aller à la présidence en plein midi, s'aligner jusqu'au de l'intérieur de la présidence jusqu'au dehors, au bord du goudron, et en allant prendre des pédièmes à la présidence de la République, qu'on pouvait considérer que le gouvernement faisait, n'est-ce pas, du social. C'est quand on pouvait utiliser les microcrédits comme moyen populiste pour distraire les fonds de l'État qu'on pouvait parler de social. Aujourd'hui, le système de gouvernance a changé tout simplement. Et donc, vous allez voir, pour aller directement dans le vif du sujet, oui. Quand vous prenez par exemple le secteur de la santé, quand vous prenez par exemple le secteur de la santé, pour illustrer combien les dirigeants passés prenaient de mauvaises décisions qui n'étaient pas assez pensées, je vous donne le cas d'une entité qui a été créée au niveau donc de la santé en ce qui concerne la formation des dentistes au Bénin. Quand cette décision a été prise, on n'a pas pris le temps donc de faire des études d'opportunité pour s'assurer du nécessaire en termes de qualification professionnelle des professeurs de rang magistral qui devaient venir dispenser ces formations, qui devaient venir former les étudiants. On n'a pas pris le temps donc de prévoir les investissements qu'il faut en termes de laboratoire pour que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions, joindre la pratique à la théorie, etc. La conséquence de ça, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon a constaté qu'il y a eu 3 promotions successives, n'est-ce pas, d'étudiants de promotion. Il y a eu 3 promotions d'étudiants qui sont allés à cette école, qui ont fait 6 années d'études, mais qui ne peuvent pas être considérés comme opérationnels sur le marché. Et donc, du coup, le gouvernement a décidé, qu'est-ce que nous faisons de ceux-là? D'abord, nous fermons l'école. Mais si nous fermons notre école, c'est notre jeunesse qui a été piégée par ceux qui ont la responsabilité en tant que gouvernants d'assurer leur avenir. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Le gouvernement a dit, non, d'un point de vue social, nous allons les prendre en compte. Nous allons les prendre en compte, essayer donc de leur trouver des écoles qualifiées à Dakar, en Côte d'Ivoire, pour qu'ils aillent
reprendre donc cette formation-là. Et si vous avez suivi les derniers conseils des ministres, ça a été fait. Désormais, ces 3 promotions donc d'étudiants sont... le processus est déjà en cours, vont à Dakar, vont également en Côte d'Ivoire, seulement aux frais de l'État, parce que l'État a considéré que ça n'a pas été de leur faute que les choses se soient passées ainsi. Mais désormais, le petit hic qu'il y a, c'est qu'au lieu de 6 ans, les 6 ans qui doivent être considérés comme déjà acquises en ce qui concerne leur formation, les écoles qualifiées de Dakar et de la Côte d'Ivoire disent non, écoutez, le processus a été bâclé, ces gens-là ne pouvons pas les prendre dans nos écoles en considérant qu'ils ont déjà fait les 6 ans. Donc, il faut les ramener en 2e année. Mais le principe est acquis au moins, et puis ils sont à la charge de l'État. C'est le modèle de gouvernance qui a changé. Donc, cet exemple prouve à suffisance que le gouvernement fait bel et bien du social. Exactement. Il y en a plein d'autres sur lesquels on peut revenir par la suite. Justement, on a 1h30 pour éplucher les réalisations du gouvernement dans le domaine du social. Constantin Moussou, votre regard sur la gouvernance actuelle, lorsqu'il donne cet exemple, par exemple, des étudiants en odontostomatologie, par exemple, qu'on a dû transférer hors du territoire national pour mieux acquérir ces connaissances dans le domaine de la santé. Est-ce que ce n'est pas un modèle de gouvernance, comme il le disait tout à l'heure? Merci, cher ami. J'ai pensé que vous auriez pris la peine de laisser la parole au deuxième, parce que les deux vis-à-vis que j'aime sont tous de la mouvance présidentielle. Et il m'aurait plu que l'un et l'autre parlent pour que mon tour de prise de parole puisse avoir en un bloc à répondre à l'un et l'autre. Autrement, je serais appelé à reprendre la parole quand M. David Biokou la prendrait à nouveau, et je pourrais paraître prendre 2 fois plus souvent la parole que des deux. Bon, et donc, de toute façon, on va veiller à ce que vous ayez le temps de parole nécessaire. Alors, vous parlez du social sous le régime de Patrice Talon, et vous voyez que je rigole. Parce que moi, je suis en train de faire le tour du Bénin depuis 35 jours, vous le savez, à moto, allant le plus loin pour pouvoir aller le plus près, parce qu'en ce moment, je rencontre nos compatriotes où qu'ils se trouvent, pour prendre le pouls, pour prendre, disons, l'état de leur être, pour les entendre, pour les écouter, pour voir comment ils vivent. Et ils vivent extrêmement mal. J'aurais pu commencer par observer, mais disons, mon état d'esprit d'inquiétude par rapport au sujet qui est posé, parce que dans le positionnement du sujet, vous citez 3 domaines. Et j'ai bien pu remarquer que vous aviez laissé les droits de l'homme, que vous avez laissé l'état de la justice, et que vous avez choisi ce qui vous paraissait peut-être être les domaines. Je suis d'accord avec vous. Toujours est-il que pour rester à l'intérieur même du champ que vous avez tracé pour faire le débat, j'ai souri quand on m'a parlé des étudiants en odontologie que l'on a cru devoir envoyer à Dakar, parce que la responsabilité d'un État, c'est de façon continue, une administration après l'autre, de travailler au bien-être de nos compatriotes, à leur formation, à leur installation dans la vie sociale, professionnelle, économique. Et donc, qu'une mesure qui, à titre anecdotique, rappelle que l'État a pu en quelque chose tenter d'aider des étudiants qui seraient en difficulté. D'ailleurs, je n'ai pas les détails sur ce genre de dossier, mais j'ai pu lire un conseil des ministres. Mais je ne suis pas ici pour me faire le porte-parole de ce que dit le conseil des ministres. Évidemment, c'est la responsabilité de M. Biokou et de M. Candide, l'autre Candide Kendi, parce qu'ils sont justement les porte-parole de ce régime, de ce pouvoir ici. Mais je veux dire très clairement qu'en termes de social, ce gouvernement aura battu tous les records de refus de regarder en face les conditions de vie de nos compatriotes, de veiller et de savoir être le chef de l'État qui se préoccupe des conditions de vie de ses compatriotes. Puisque vous avez voulu commencer par le secteur de la santé. Oui. Je commence par là. Regardez, le Centre national hospitalier universitaire est situé juste en face du palais de la présidence. Je ne fais pas obligation au chef de l'État de se rendre là, même si je le vois aller 10 fois par an à Paris et jamais en face de lui au CNHU, parce qu'il aurait pu avoir l'occasion de toucher du doigt ce qui s'y vit, ce qui s'y fait. Mais vous aurez considéré que dans les projets que le chef de l'État et son gouvernement ont voulu mettre en œuvre au niveau du secteur de la santé, le tout premier à considérer, à dire, et ça était le motif de la grève des acteurs du secteur de la santé, que l'hôpital devrait être désormais mis en concession et donc être géré
par des privés, la gestion transférée au privé, en oubliant que la principale fonction des hôpitaux, c'est pour ça que l'hôpital vient de Hostus. Donc c'est en fonction de la fonction principale de l'hôpital, d'être instance sociale. Qu'en regardant et en faisant le diagnostic, le gouvernement lui-même avait pu découvrir que le vrai problème de notre pays, de nos compatriotes, c'est la difficulté d'accès aux soins de santé. Et le gouvernement même avait pu remarquer que cette difficulté d'accès se trouvait à la fois sur le plan de l'accès géographique, parce que les hôpitaux ne sont pas suffisamment présents dans l'ensemble du pays, mais que c'est surtout aussi une difficulté d'accès sur le plan financier. Et quand il a fini de faire ce diagnostic, il a décidé de passer la gestion aux mains des privés, alors qu'on sait très bien que le privé, par considération, par nature, c'est la recherche du profit. Et lorsque de la qualité aussi, la recherche de la qualité de la aussi. qualité soit, oui. Mais la qualité à quel prix? Si l'État prenait à son depuis des années que le lorsque CNHU est un mouroir. Je suis d'avis, mais quand on te plaint que le CNHU est un mouroir, que fait l'État? L'État crée les conditions à travers la motivation des acteurs, à travers aussi un système de sanctions, pour que si jamais un agent de santé était en faute, il soit sanctionné, et qu'alors, à travers les conditions qui sont créées par l'État pour permettre que nos compatriotes, parce qu'en réalité, quand on dit qu'un pays est fort, quand il est grand, quand on dit il s'agit de quoi? Les pays ne sont pas des entités concrètes, ce sont des entités abstraites dont la force, dont le pouvoir, dont la puissance est constituée par la force mentale, physique, par la capacité intellectuelle de ces citoyens. Et donc, c'est parce que les citoyens se portent très bien, qu'ils peuvent servir l'État. En considération de cela, je peux dire que lorsque le chef de l'État décide alors de transférer la gestion des hôpitaux publics aux mains des privés, c'est de considérer que le chef de l'État, depuis la présidence de la République, jette un coup d'œil sur le CNHU. Bien évidemment, il a les écrans radars pour observer ce qui se passe au CNHU. Il regarde les mouvements de foule vers le CNHU. Il regarde les hommes et les femmes qui vont vers le CNHU. Il regarde les malades qu'on porte vers le CNHU. Il regarde les blessés, les accidentés, ensanglantés qu'on porte vers le CNHU. Il regarde les morts couchés dans les placards, les cadavres couchés dans les placards, et il se dit, cela est une opportunité d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Et tel gouvernement. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la conséquence, c'est la compréhension, la seule, l'exclusive que l'on peut avoir quand un gouvernement se trouve en face d'une situation comme celle de nos hôpitaux. Et toute la proposition qu'elle fait, c'est de dire que désormais, nous allons transférer la gestion aux mains des particuliers, en sachant que cela induit des coûts supplémentaires. Très bien. David Biokou, lorsque vous regardez un peu ces différentes réformes qui ont été déjà passées au peigne fin, on a parlé tout à l'heure des étudiants qui sont, je vais dire, aux frais de l'État désormais et qui vont étudier hors du territoire national. Et puis aussi, la mise en affermage, pas la mise en affermage, on va confier le CNHU à un délégataire afin de peut-être chercher une meilleure qualité en matière de prestations. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la réponse aux préoccupations des populations béninoises? Je vous remercie, mais je voulais dire à M. Amoussou et au peuple qui nous suivent en ce moment, il faut que M. Amoussou regarde des choses réellement en face. On n'a pas besoin de faire des discours, je dirais, vous m'excusez, vains. Le chef de l'État n'a pas besoin de se rendre. Il n'est pas médecin. Il n'a pas besoin. Pourquoi parlons-nous de la décentralisation? Il y a un ministre de la Santé. Il y a des directeurs centraux. Il y a des médecins en chef. Alors, je m'en vais vous dire ceci. En parlant de la santé. Cher monsieur, nous venons de quelque part et voici là où nous sommes. Le président Guillaume Athanase Patrice Talon, il est venu quand? Il y a 3 ans, il y a à peine 2 ans et demi. Et comment se comportaient, comment vivaient nos centres de santé? On parle du social. Le social, c'est de laisser ce qui existe pourri ou de ce qui existe de l'arranger et pour permettre d'imparter le plus grand nombre. Et je crois que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le médecin, pour la plupart de nos médecins, à 90%, sont formés par les frères de la République. Et ces médecins retourner, je dirais, l'ascenseur
à quel niveau il y a des années, jusqu'à 3 mois derrière, à l'État béninois. Mais il y a une décision courageuse de la part de ce gouvernement pour dire, ou vous choisissez des essais dans les centres de santé de l'État, ou vous choisissez des essais dans vos cabinets. Parce que ces gens sont payés sur les frais de l'État. Ils sont, c'est-à-dire quoi? Ils ont étudié sur les frais de l'État, ils ont un salaire à la fin du mois, mais ils passent peu de temps dans les centres de santé. C'est une décision courageuse, ça fait partie du social. Parce qu'il faut ces médecins pour s'occuper de nos gens. Je continue. La consultation dans les cabinets de ces médecins, ça coûte combien? Le minimum, peut-être, c'est 5 000 francs. Nous avons des consultations jusqu'à 25 000 francs dans les cabinets privés. Et au CNHU, 700 francs. Alors, 700, 25 000 francs. Ou 700, 5 000 francs. 700 et 10 000 francs, 12 000 francs. Ce n'est pas du social, ça? Du social, ça a été institué par non, s'il vous plaît. Ça a Pour été se institué- soigner. Ça a été institué par Et comment- ça a été institué par le régime du nouveau Vous n'allez départ. pas verser dans des jeux de questions-réponses. Vous aurez Comment le temps étaient d'en- nos plateaux? Nos plateaux. Hein? Quand vous regardez ce qui existait, je veux parler de nos appareils, des appareils médicaux que nous avons, nos plateaux d'opération. Mais tout ça, on est en train de réflexionner. Mais vous croyez que le président Talon va laisser un privé prendre nos centres de santé pour augmenter le prix? Mais où est le sens de l'État, le devoir de l'État dans le domaine de la santé? Mais si un privé prend le contrôle du CNHU, est-ce que les coûts de la prestation ne vont pas augmenter? Moi, je ne crois pas. Ou, ce qu'il faut voir là, quand les privés prendront notre matière santé en main, il y aura déjà, ça va être constaté automatiquement la qualité des soins que nous allons recevoir dans nos pays. Ça, c'est un. Et je sais que l'État veillera, je ne suis pas du gouvernement, veillera à ce que les coûts de nos consultations et de nos soins ne dépassent pas ce que ça coûte aujourd'hui, s'il faut que l'État subventionne, surtout que c'est refusé aujourd'hui les évacuations sanitaires comme cela se passait par le passé. C'est fini ça. Donc les gens doivent se soigner ici et l'État est obligé d'assurer ses responsabilités à travers la prise en charge à un niveau donné pour permettre à son peuple de se soigner. C'est un devoir. D'accord. Alors, l'autre Kenji, tout à l'heure, on a évoqué, c'est David Beko qui l'a fait, on a évoqué le choix qui avait été donné aux agents de la santé qui opèrent au CNHU, par exemple, ou encore dans les autres centres hospitaliers, de pouvoir choisir désormais entre le public et le privé. Au-delà de ça, il a parlé des évacuations sanitaires qui sont interdites. Et le chef de l'État avait expliqué un peu de long l'âge ces différentes réformes au cours de son entretien à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Mais de façon concrète, quelle est la pertinence de ces différentes réformes lorsqu'on interdit par exemple aux agents de la santé des essais à la fois dans le public et dans le privé, et puis lorsqu'on interdit les évacuations sanitaires? D'accord. Je voudrais d'abord revenir sur les propos de M. Amoussou, qui a insinué tout à l'heure sur le plateau que le secteur hospitalier, parce qu'on aurait parlé, donc le gouvernement aurait parlé d'une mise en concession, que le secteur hospitalier serait une opportunité d'affaires pour le chef de l'État. De tels propos, monsieur le journaliste, sont très graves à tenir sur, n'est-ce pas, un plateau. Nous sommes en train de nous adresser donc au peuple du Bénin. Je lui avais dit, je lui disais que c'était grave ce qu'il disait. Donc il est important de revenir dessus pour que nous n'ayons plus à faire de telles accusations fortuites sur un plateau télé. Alors, pour revenir au débat, les réformes qui sont en cours actuellement dans le domaine de la santé, ce sont des réformes qui visent essentiellement à protéger d'abord la vie. Notre Constitution consacre la sacralité de la vie et l'inviolabilité de la vie. Et le président, nous l'avons vu combien de fois il était meurtri lorsqu'il a rencontré les agents de santé, les syndicalistes.
dans les négociations au palais, au plus fort de la réforme sur la grève, nous avons vu combien le président avait le visage fermé, combien il était préoccupé par le bien-être de ses concitoyens, parce qu'il ne comprenait pas que ceux qui ont à charge, n'est-ce pas, de veiller à ce que chaque citoyen du Bénin, du plus petit au plus grand, quelles que soient les couches auxquelles il appartient, que chaque citoyen puisse être pris en compte, être pris à charge, comme cela se doit lorsqu'il est amené à se rendre dans un hôpital public pour se faire soigner. Pour revenir à ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est salutaire et cela participe toujours de la protection de la vie de nos citoyens. C'est salutaire pour le gouvernement aujourd'hui de mettre de l'ordre dans le secteur hospitalier en ce qui concerne la création tous azimuts des cabinets privés. Et donc, vous savez combien de fois il y a eu des morts, combien de fois il y a eu des décès parce qu'il y a eu des cabinets qui n'étaient pas agréés ou du moins qui n'avaient pas le plateau technique approprié pour pouvoir prendre en charge donc les concitoyens qui avaient des problèmes de santé. Et je ne vous fais pas rappeler le cas qui a eu lieu, il me semble bien, à Godomain ou quelque part tout récemment, où la femme a été reçue dans un cabinet mutilée. Et finalement, il y a eu une hémorragie et puis la femme est décédée. On a laissé comprendre que ceux qui ont été auteurs de ce forfait sont encore en fuite. Je ne sais pas s'ils ont déjà été retrouvés. C'est pour décourager ce genre de comportement qu'il faut impérativement mettre de l'ordre dans le secteur. Et je voudrais dire que si vous voulez assainir un milieu, si vous voulez assainir un secteur de la vie dans la cité, qu'est-ce que vous faites? Vous devez partir d'un diagnostic. Sans diagnostic, vous ne pouvez rien faire. Vous faites le diagnostic, vous proposez les solutions idoines et puis vous allez par gradation pour pouvoir atteindre les objectifs finaux. C'est pour dire que tout doit se faire étape par étape. Donc, le procès... Monsieur Amoussou n'a pas parlé, par exemple, du projet ARCHE. Non, on va y revenir tout à l'heure, mais justement, je demandais aussi les évacuations sanitaires qui sont interdites. Je vais y revenir, merci beaucoup. En ce qui concerne les évacuations sanitaires, je voudrais dire que les évacuations sanitaires n'ont pas été interdites. Quand le président de la République est venu en 2016, il a constaté que les évacuations sanitaires constituaient une filière pour les agents indélicats de la fonction publique qui en profitaient pour s'en mettre plein les poches. C'est-à-dire qu'avant 2016, on pouvait évacuer des citoyens béninois pour un mal de tête, pour une plaie au pied, pour un rhume. Il y avait donc des évacuations fictives et qui permettaient à des citoyens béninois donc de s'enrichir sur le dos de leurs concitoyens, etc. Alors, le président de la République a dit qu'il faut arrêter cet état de choses. Et en arrêtant cet état de choses, nous allons donc redéfinir les conditions pour que les gens puissent être évacués lorsqu'ils ont de réels problèmes. Aujourd'hui, je peux vous garantir que les évacuations sanitaires continuent. Et d'ailleurs, je vais prendre un exemple typique en ce qui concerne l'ancien régime de Yahi Boni. L'ancien régime... Rapidement. Oui, rapidement. L'ancien régime avait fait évacuer une dame qui souffrait du cancer de cerveau. D'accord? Il se fait que à la date d'aujourd'hui, la dame n'est pas encore guérie. Mais qu'est-ce que le gouvernement du président Talon a fait? Le gouvernement du président Talon, conscient du fait qu'une personne humaine souffrant du cancer de cerveau, c'est très grave et qu'il faille sauver cette vie humaine, a pris les dispositions nécessaires pour que cette dame, je vous en prie, puisse continuer ses soins. Ce qui est une réalité aujourd'hui, et cela peut être vérifié. Très bien, d'accord. Alors, lorsqu'on fait le constat selon lequel les évacuations sanitaires sont peut-être réservées à une frange de la population, à des gens peut-être mieux lotis, politiquement parlant, ou encore lorsqu'on fait le constat selon lequel les cliniques privées sont plus privées et même des agents de la santé du secteur du public détournent des patients ou encore des matériels vers leur clinique, est-ce que lorsqu'on décide d'assainir un peu dans ces deux domaines-là, est-ce que ce n'est pas rendre justice au peuple béninois? Constantin. Merci. Je vais commencer par faire une petite observation sur les propos de mon ami l'autre Candide Kendi. Et il fait le témoignage sur une dame que je ne connais pas qui souffrirait
du cancer de cerveau. Il n'a pas dit qu'elle souffrait de paludisme, de maux de tête et qu'on l'a envoyée en évacuation, contrairement à ce qu'il avait commencé par laisser entendre au départ. Et donc, il commence par soutenir que c'était de façon fondée, que cette dame-là avait été évacuée pour subir des traitements. Et il observe que cette dame a, sous le régime de Patrice Talon, continué des soins parce qu'on a estimé qu'il fallait continuer de la soigner pour qu'elle guérisse. Mais j'observe et je vais lui poser la question de savoir, mais pourquoi n'a-t-on pas fait autant au petit Laourou? C'est une question. C'est une question parce que le petit Laourou, c'est aussi un jeune enfant qui souffre de cancer. Mais à qui l'évacuation a été refusée, ses parents se sont plaints, ils ont appelé le chef de l'État, ils l'ont interpellé. J'ai entendu le président Mathieu Kérékou dire en juin 2005, lorsqu'il recevait les enseignants au palais de la présidence, disait-il en ce moment, ici, c'est le palais de la République. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous posez votre problème ici et que vous n'avez pas de solution, cela veut dire que l'État n'existe plus, la justice n'existe plus, les institutions n'existent plus. Ses parents ont interpellé le chef de l'État par tous les moyens, publiquement, par les médias interposés. Le chef de l'État a fait la sourde oreille et le petit Laourou est mort. Pourquoi le petit Laourou n'a-t-il pas eu les mêmes faveurs? Est-ce que parce qu'il aurait été identifié comme proche de l'ancien régime? Est-ce parce que l'on estime qu'il est d'une région du Bénin qui n'est pas favorable au chef de l'État? C'est des questions que je pose. Et sur la question des évacuations sanitaires, parce que l'on parle de la pertinence. En mai 2017, dans ce pays, sous M. Patrice Talon, président de la République, la chef-service matériel de la présidente de la République a été blessée. Elle aurait été agressée à l'arme. Le conditionnel. Oui. Vous avez employé le conditionnel. Oui, parce que moi, je ne sais pas si... Elle est venue à l'hôpital. Ça, c'est clair, c'est connu. Mais je n'étais pas là quand elle a été blessée. Donc, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis aurait pour ce qui est de la blessure. Je n'ai pas vu la personne en train de tirer. Toujours est-il qu'elle a été admise au CNHU au motif qu'elle a essuyé des coups de feu de la part des voyous, des délinquants. Tout travaux cessant, on l'a admise aux urgences, on a commencé à la traiter. Le lendemain, je le dis formellement, et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, le lendemain, un avion médicalisé est venu, est descendu de Paris pour la prendre. Elle a été évacuée pour être traitée. Le lendemain, on n'a pas attendu de faire des procédures. Mais comment pouvez-vous prouver tout ça? Moi, j'étais malade au CNHU en ce moment. J'étais malade, j'avais été agressé également, j'étais au CNHU et tous les jours, j'étais en contact avec le personnel du CNHU. Donc, elle était arrivée au CNHU. Moi-même, j'étais hospitalisé. Oui. Donc, cette dame-là a eu le bénéfice d'un traitement particulier. Je vous dis, en 24 heures, on a dépêché un avion médicalisé de Paris pour la prendre et pour la soigner. Mais elle est citoyenne du Bénin. C'est de ça. Et donc, mais voilà. C'est en 24 heures. Ça s'est fait en 24 heures. Pourquoi je vous dis, cela s'est fait en 24 heures. Pourquoi cela n'a pas été le cas pour le petit Laourou seulement? Mais c'est la question que moi je pose, parce que la vie est sacrée. J'ai entendu le chef de l'État dire, dans son intervention fin de l'année, qu'on observe le pronostic vital de la personne. On va voir si la personne a des chances de survivre. Et que lorsque la chance de survie est mince, qu'il n'est pas nécessaire de gaspiller l'argent de l'État. Non. Le chef de l'État ne s'est jamais exprimé à ce thème. C'est pas l'idée, c'est pas la philosophie. Donc, quelle est la philosophie? Le chef de l'État... Vous me laissez, oui, vous me laissez finir, puis vous allez. Le chef de l'État a laissé comprendre qu'il faut évaluer le pronostic vital de la personne. Et que lorsque il y a des raisons de penser que même si on a gagné des dépenses, la personne ne devrait pas survivre. Est-ce qu'il est important, disait-il, je ne reprends pas exactement ces mots, mais de dépenser dans une personne dont on n'est pas sûr qu'elle survive, c'était l'idée qu'il a exprimée. Mais vous avez dit tantôt en rappelant la Constitution que la vie est sacrée et que tant qu'il reste un petit espoir, quand il reste un petit bout de respiration, on doit continuer de travailler, à laisser espérer la renaissance à la vie des citoyens qui se trouvent, même dans les situations les plus désespérées possibles. C'est de ça qu'il s'agit. Et enfin, pour prendre un dernier exemple en ce qui me concerne sur le secteur de la santé, qui est la preuve que le chef de l'État n'était préoccupé en rien de la santé de nos compatriotes. Et d'ailleurs, je le dis pour rappeler rapidement que je n'ai jamais prétendu, en disant que le chef de l'État semblait regarder le CNHU et dire que c'est une opportunité d'affaires, que c'était là une affirmation. Mais il s'agissait d'une analyse. Parce que quand vous préférez une mesure commerciale
à une situation qui est sociale, cela veut dire que vous cherchez les zones d'affaires. C'est la transcription, ce n'est pas une affirmation, Très bien. c'est une analyse. Votre Et dernier donc, exemple la dont vous dernière parliez. sur le secteur des médicaments, dits faux médicaments. Oui. Mais ça, vous devez rigoler, non? Est-ce que vous ne devez pas rigoler en sachant que M. Fernand Baguidi, directeur de la pharmacie, des médicaments et des explorations diagnostiques, ait préservé son poste, n'ait pas été écouté, jugé, condamné, alors que dans ce que l'on a appelé l'affaire des faux médicaments, les laboratoires Nous Sésamès qui sont régulièrement installés au Bénin, pour chacun des produits qu'ils devaient mettre sur le marché, devraient avoir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Oui, mais que pour avoir Constantin cette autorisation de mise sur le marché, le principe de lutte contre les faux médicaments, est-ce que ce principe-là, vous ne le saluez pas tout de même? Mais non, c'est-à-dire, si vous dites principe... La lutte contre... Non, attendez, vous avez dit principe. Contre les faux médicaments. Si vous dites principe, et puis la campagne qui a été menée sur le terrain. Non, c'est deux choses différentes. Il n'y a eu aucune campagne contre les faux médicaments, en tout cas au moins en ce qui concerne Nous Sésamès, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'affaire à Tao. Lorsqu'on est allé casser les médicaments à Adjegoun, tout ça, j'ai applaudi, j'étais d'accord. Mais en ce qui concerne nous, il faut qu'on explique ça. Alors si vous voulez que j'en parle, vous me suivez religieusement et j'en parle. Et vous contrecarrez et nous allons donner les éléments de preuve. Alors, sur Nous Sésamès, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'affaire à Tao par exemple, pour lesquels des pharmaciens, d'un stade de firmes pharmaceutiques se trouvent en prison à ce jour, pour laquelle M. Atao Renoko se trouve en prison. Voilà le dossier. Voilà le dossier. On est allé au siège de Nous Sésamès, qui n'est pas le domicile privé de Atao Renoko. Le siège de Nous Sésamès, c'est-à-dire qu'une entreprise prend un bâtiment dans lequel il se loge. Il se trouve que les produits que l'on a trouvés sur place, on les a pris en disant que c'est faux médicaments, etc. Et tout. Lorsque l'on a saisi ces produits, on s'est rendu compte que ces produits n'appartenaient pas spécifiquement à Tao, mais à une firme régulièrement installée au Bénin. Deuxièmement, on a remarqué que ces produits bénéficiaient d'une autorisation de mise sur le marché. Et pour qu'un produit ait une autorisation de mise sur le marché, voici la trajectoire. On envoie les dossiers techniques du produit. Ensuite, le dossier technique du laboratoire associé qui a travaillé sur le produit. On dépose tout cela au ministère de la Santé et en particulier au directeur de la pharmacie, des médicaments et des explorations diagnostiques. Il examine le dossier technique du laboratoire, il examine le dossier technique du produit et il examine les échantillons, 50 échantillons qu'on donne. Quand il a fini d'examiner cela au laboratoire, il donne maintenant une autorisation de mise sur le marché. Tous les produits que l'on a retrouvés au siège du laboratoire Nous Sésamès avaient ces autorisations de mise sur le marché. Et cela avait été délivré, au moins 10 autorisations avaient été délivrées sous Patrice Talon par monsieur Baguidi Fernand. Oui, mais qui est un militant, de la mouvance présidentielle, qui n'avait pas forcément son agrément, par exemple. Il a dit qu'il n'avait pas d'agrément. Ils avaient d'agrément, justement. La société Nous Sésamès avait tous les agréments régulièrement et était agréé officiellement l'État, était agréé par l'État béninois. Je crois que le point que vous vous pouvez dire que voilà, vous n'avez pas les éléments pour faire le débat. Ça, je vous comprendrai, je vous demanderai de vous documenter. Nous allons faire ce débat au besoin. Non, mais depuis, c'est vous seul qui vous exprimez et vous abordez un point du débat. Non, je vous ai fait une mise au point. Oui, une mise au point. Est-ce que nous sommes là pour parler du social dans le domaine de la santé? Mais ce n'est pas le social qui parle de la lutte contre les médicaments. Il ne va pas de la lutte contre les faux médicaments. Je le dis qu'il n'y a pas de lutte contre les faux médicaments. Son intervention. C'est votre responsabilité. Vous faites la police du débat. Je vous ai donné la parole et je vous l'ai arraché tout à l'heure. Lorsqu'ils ont fini de parler, je vous la retourne. Je pense, monsieur. Très bien. Non, vous n'avez pas la parole. Ils sont deux. Vous devez remarquer qu'ils sont 2 contre 1. C'est une chose. Et je vais faire l'exercice de sorte à ce que vous puissiez parler comme vous le voulez. Mais voilà. Ce sera tour à tour. Et quand il sort du débat, rappelez qu'il sort du débat. Bien, ce sera tour à tour. Oui, David. S'il vous plaît, il faut qu'on revienne sur le plateau. Il y a des gens qui nous suivent en ce moment et qui veulent comprendre. Il y a un sujet qui est énoncé. Et ils attendent que nous parlons de ce sujet. Alors, moi, je reviens. Je ne rentre pas dans l'histoire des médicaments, mais nous parlons du social. Comment les Béninois, toutes tranches confondues, peuvent bénéficier des services de nos centres de santé. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Alors, nous avons
un travail qui est en train d'être fait. Déjà à ce jour, le gouvernement est en train de changer les plateaux techniques de nos centres de santé. Hein? Le gouvernement est en train d'œuvrer pour la formation des agents dans le domaine de la santé. 2. Et 3. Le gouvernement, ce n'est pas un acharnement, mais en train d'obliger naturellement les médecins à revenir à la base pour pouvoir s'occuper des Béninois à des coûts infimes, des coûts négligeables. À savoir la consultation, les services. Et 3 et 4, oui. Il y a quelque chose que beaucoup de Béninois, d'un certain niveau, ils ne savent pas. Moi-même, je l'ai su par chance, parce que je me retrouve en dehors de tout ce que je fais. J'ai un côté où j'assume une responsabilité par rapport à ma congrégation religieuse. Moi, je ne savais pas, en tant que Béninois, qu'on pouvait aller s'acheter ces médicaments dans les centres de santé à moins de coût. Vous imaginez? J'accompagnais un malade dans un centre hospitalier de l'État. Et on nous fait l'ordonnance. Pour moi, je prenais la route pour aller dans une pharmacie agréée. Au dehors, dans la ville. Quand on me disait que je peux aller, il y a une pharmacie dans le centre. Mais je me suis rendu là à prendre des médicaments. Mais vous avez des médicaments à 250, à 300, à 400, à 700 francs. Je crois que le plus cher coûtait autour de 1000. Mais ces mêmes médicaments, vous allez dans les pharmacies légales, conventionnelles, vous avez ces médicaments 4-5 fois. Ce n'est pas du social, ça. Aujourd'hui, en interdisant aux agents du domaine de la santé, les grèves, en n'est pas fini. Ce n'est pas du social. Je vous dis, le gouvernement du président Patrice Guillaume Talon a eu une avancée très importante par rapport à tout ce que nous avons connu ces dernières 15 années dans le domaine de la santé. Il faut le souligner. On parlait, on ne doit pas prendre des cas isolés par rapport à l'évacuation sanitaire. Il y a une réforme en cours. C'est pourquoi nous devons tout faire pour permettre à ce gouvernement de travailler aisément et d'aller vite. Il y a une décentralisation dans le domaine de la santé. Ceci en faisant quoi? À permettre aux départements, aux communes, d'avoir un centre de santé bien fourni pour faire face aux besoins de leur population. Tout ça, si nous allons rester là, à freiner l'élan, la vision de l'homme que nous avons aujourd'hui, on parle de 5 ans, un quinquennat, c'est 5 ans. Et 5 ans, ça passe vite, nous sommes à 2 ans et plus aujourd'hui. Bientôt 3 ans. Mais si nous ne nous donnons pas la possibilité, nous ne nous donnons pas, nous ne le poussons pas, nous ne l'encourageons pas à aller dans sa vision, à continuer à œuvrer dans cette vision, vraiment, chers amis, nous allons tourner en rond. Ce que vous présentez, les cas isolés, on en parle tous les jours. Ces cas isolés, c'est un cas isolé parmi combien? Parmi 11 millions de cas et on va en faire un cas général? Non, cher ami.
Très bien. Alors, on est là justement pour parler des actions du gouvernement dans le domaine du social et on a commencé par le domaine de la santé et on va y rester pour encore quelques minutes. L'autre Kendi, vous avez parlé tout à l'heure du programme ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain, qui devrait aussi apporter beaucoup de réponses aux préoccupations des populations dans le domaine de la santé, du bien-être. Mais où en est-on aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant toute chose, faire remarquer, faire observer que depuis le début de cette émission, ça participe peut-être de la stratégie de monsieur, mon cher ami Constantin Amoussou, donc de nous désorienter par rapport au débat pour lequel nous sommes venus sur le plateau. Parce que souvenez-vous qu'il avait commencé à demander pourquoi on ne parlerait pas des questions de droits de l'homme et autres alors que ce n'était pas probable. Et vous avez vu tout à l'heure que dans son intervention, il a continué pour commencer à parler donc du dossier à Tao en des formes de sanctions, en des formes de procédures disciplinaires ou etc. Nous ne sommes pas là ce matin pour parler de cela. Nous sommes là aujourd'hui. Il faut que les téléspectateurs le sachent pour parler des questions concernant ce que le gouvernement fait concrètement dans le domaine de la santé. Et donc, je voudrais revenir dans le vif du sujet pour dire le secteur de la santé, avant de venir au projet H, le secteur de la santé aujourd'hui, c'est la réforme en ce qui concerne le droit de grève. Parce que lorsque vous faites le serment d'Hippocrate, c'est un serment qui vous met totalement à votre corps défendant au service du citoyen lambda. Et donc, jamais, à aucun moment, le médecin, l'agent soignant, l'infirmier ne doit ne pas respecter ce devoir qui est le sien de se mettre au service du citoyen lambda. Lorsque le patient vient pour dire, voilà, j'ai des maux de tête, voilà, j'ai des maux auxquels il faut essayer de trouver des solutions. C'est ça, une réforme sociale, une réforme efficace. Ça touche les 11 millions, 12 millions d'habitants que nous sommes aujourd'hui. La réforme, également dans le secteur de la santé, c'est donc de doter, n'est-ce pas, nos hôpitaux publics de meilleurs plateaux techniques. Parce que les médecins l'ont toujours dit, et même ceux qui sont en France, ils le disent souvent, si nous venons et que les conditions matérielles ne sont pas garanties, comment est-ce que nous pouvons convenablement exercer notre métier? Comment est-ce que nous pouvons convenablement nous être amenés à répondre, n'est-ce pas, aux besoins de nos patients en termes de solutions pour leurs différentes maladies. C'est ça là, aussi la réforme en matière de santé, etc. Ce qui concerne la mise en concession, je viens à votre question, ce qui concerne la mise en concession, c'est une question tout simplement de gouvernance, parce que l'État est arrivé à identifier que de façon générale, les hôpitaux publics sont mieux gérés. Et vous le savez mieux que moi, que par le passé, les sociétés d'État, les organismes publics ont toujours été mal gérés. Or, de façon générale, lorsqu'on met à la tête donc, de ces entreprises-là des privés, ils le gèrent toujours mieux. On a toujours de meilleurs résultats, de meilleures performances. C'est ça l'esprit de la mise en concession. Quitte à savoir quelles sont les modalités de mise en application pour que les résultats escomptés soient vraiment obtenus. J'en viens maintenant au projet H. Le projet H, le processus a commencé par le RAVIP. Le RAVIP qui a permis donc de recenser plus de 10 millions de Béninois en l'espace de 6 mois et qui à terme permettra à chaque citoyen béninois donc de détenir une carte biométrique qui servira donc de carte d'identité, mais vraiment moderne pour pouvoir simplifier toutes les formalités désormais de ce citoyen-là à tout niveau sur le plan administratif. Et même du point de vue sécuritaire, c'est un outil qui est très important pour, n'est-ce pas, les services de l'administration de l'État. Ensuite, à partir du moment où on a pu réaliser, n'est-ce pas, cette prouesse-là, il faut maintenant, à travers le projet H, essayer de recenser les couches les plus vulnérables de la population. Nous avons les pauvres, nous avons les extrêmes pauvres. D'ailleurs, cette phase est déjà en cours et finira, si ma mémoire est bonne, autour de novembre, d'accord, où on a pu recenser plus de 300 000 personnes. Ces 300 000 personnes auront à terme
n'est-ce pas, une carte qui leur permettra de bénéficier donc de ce que nous allons appeler l'assurance maladie. Et l'assurance maladie, nous le savons, ça permettra aux citoyens donc de pouvoir mieux faire face à ses besoins, de pouvoir mieux faire face à ses frais de santé sans être obligé de dépenser les 100% de ce que les hôpitaux publics lui demanderont. C'est ça, ça prend encore en compte, on a parlé de renforcement du capital humain. Donc vous voyez, les menuisiers par exemple, les artisans, tous ceux-là seront pris en compte dans le cadre du projet Arche, seront formés, pourront bénéficier d'un certain nombre de financements grâce à tout ce processus que nous sommes en train d'expliquer. Très bien. Et si je vais aller loin, avant que monsieur... En 30 secondes. Et nous n'oublions pas que le projet que le RAVIP permet aujourd'hui donc d'offrir à 2 500 000 Béninois donc une carte parce que tout simplement, un acte de naissance parce que tout simplement, ou un jugement supplétif, si vous voulez, parce que tout simplement, ceux-là étaient sans pièces, étaient sans documents, n'étaient pas reconnus de l'État. On va parler dans les dernières minutes de cette émission. Alors, Constantin Mousson, on a parlé tout à l'heure du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, la modernisation des plateaux techniques des hôpitaux béninois, et etc., etc. Est-ce que ce ne sont pas les réformes qui vont impacter directement les populations à la base, les couches les plus vulnérables, dans les régions les plus reculées? Est-ce que ce n'est pas ce que les gens veulent? Très bien. Vous voyez, ce régime vient de faire 2 années et demie. Au début, quand les populations s'impatientaient, ils allaient dire, attendez encore 1 an. Ça faisait 1 an quand il parlait. Attendez encore 1 an et vous allez voir, nous sommes en train de creuser. Pour construire, il faut creuser profond. Puis nous avons serré encore la ceinture, nous avons attendu. Puis 2 ans sont passés. Puis ils ont dit, bon, attendez quelques mois. Puis nous avons fait 2 ans et demi. Puis il vient me parler, comme ils le font tous encore, de Arche, comme d'un projet. Écoutez, si moi j'avais été à votre place, je me tairais et je ne viendrais parler du Arche qu'en 2021 à 5 ans. Parce qu'en ce moment-là, il y aura eu des résultats palpables. Aujourd'hui, venez mais vu les actions qui se mènent actuellement, les recensements dont il a parlé tout à l'heure. S'il vous plaît, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous avions vu des projets aussi sous l'Ancien Régime. Je dois rappeler que moi-même, j'ai combattu profondément l'Ancien Régime et que l'idée de laisser paraître que ceux qui combattent ce régime étaient ceux qui étaient de l'Ancien Régime est complètement fausse. Donc dire... Au contraire, ce régime se construit avec les gens de l'ancien. Et donc, dire clairement que lorsque l'on parle de Arche, du projet Arche, ça rappelle les projets d'assurance universelle. Je ne sais plus de quel nom. On a parlé de l'assurance maladie pour les populations. On a parlé de la gratuité presque des soins. Je dis quand on parle de ce projet, ça rappelle un autre projet qui a été conduit sur le président Patrice et le président Boni Yahi, où les artistes ont chanté ça, ils ont extrait et tout. À la fin, le RAMU. Quel résultat nous avions eu? Sur fond de populisme. Mais voilà. Mais vous, nous sommes à 2 ans et demi. Il n'y a rien de patent. Nous n'avons pas les moyens de penser que ce ne serait pas la même chose. Ce qu'il faut donc retenir, c'est d'observer qu'en 2 ans et demi, il n'y a eu rien de concret par rapport à ça. Lorsque vous avez parlé du recensement administratif à vocation d'identification de la population, oui. Mais écoutez, le RAVIP, mais voilà un instrument qui a été construit et conduit dans la plus grande obscurité, dans les ténèbres. C'était visible, non, sur le terrain. Ça a duré 6 mois. Attendez. Bon, avant d'en arriver tout à l'heure au domaine de l'état civil, puisque c'est là qu'on va parler du RAVIP, lorsqu'on parle de ces projets, est-ce que ça ne va pas répondre aux questions sociales des populations? On ne peut pas à 2 ans et demi continuer de présenter des maquettes. Venez dire demain ça va être beau, c'est des maquettes. C'est ce que ça veut dire. Et ça, ce n'est pas la peine de perdre mon temps là-dessus. Maintenant, je viens sur. Non, s'il vous plaît. Il a parlé de plateau technique. Vous ne m'avez pas laissé de réponse sur le plateau technique. Il a parlé de la grève. Je devais répondre sur l'un et sur l'autre. Et donc, sur le plateau technique. Si moi j'avais été à leur place en venant ici, j'aurais pu dire voilà en 10 ans ce que le défunt régime a pu faire en termes de capacité, en termes de contribution à l'évaluation du plateau technique. Et voilà, s'il vous plaît. S'ils veulent montrer qu'ils font mieux, parce qu'ils parlent de ce régime en disant qu'on est en train d'améliorer le plateau technique. Pourtant, le régime défunt a fait aussi beaucoup. En tout cas, on l'a entendu dire.
en son temps qui faisait beaucoup. Et donc, entendre les défenseurs du régime dire on est en train de transformer le plateau technique. Moi, je vais au Sénat tous les jours parce que je continue de me soigner, je rencontre des gens tous les jours. Je ne sais pas ce que vous avez apporté de particulier en termes d'amélioration du plateau technique. Et donc, c'est de la poudre de perlimpinpin que devez nous rapporter. On est en train de changer le plateau technique. Lorsque, par exemple, au CHU Mel, oui, en temps, il n'y avait plus du tout d'équipement là-bas pour pouvoir faire accoucher les dames, et que le gouvernement s'est dépêché pour pouvoir peut-être équiper le Mel. Non seulement ça a duré des mois, et il a donc vous reconnaissez que... Vous reconnaissez. S'il vous plaît, je n'ai pas dit que le gouvernement ne fait rien. Je dois dire qu'il ne fait pas suffisamment pour un gouvernement qui a depuis 2 ans et demi, qui dépense notre argent, qui a dépensé 3500 milliards de notre argent déjà. Pour des choses que il y a des efforts, mais il reste à faire, c'est ça? Pays. Et je finis, notamment sur maintenant la question du droit de grève pour dire... Oui, je suis sensible. Je crois au caractère sacré de la vie. Et le caractère sacré de la vie, pour moi, ce n'est même pas uniquement pour les êtres humains. Même pour les animaux, la vie, pour moi, présente un caractère sacré. C'est pourquoi, à l'âge que j'ai, tout garçon que je sois, je n'ai jamais été capable d'égorger un coq, un poulet. Donc, vous comprenez ce que la vie représente à mes yeux, plus encore la vie d'un être humain. Alors, je considère pour cela que, oui, il y a des raisons de vouloir qu'il n'y ait pas d'interruption du service public de santé dans nos hôpitaux. Mais quand on est d'accord sur ça, on doit réfléchir sur les moyens par lesquels on peut parvenir à ça. Vous voyez, quand quelqu'un a dans sa tête un marteau, il regarde tout ce qu'il voit sous la forme de clous et il veut taper là-dessus. Nous devons fonctionner avec pédagogie. Ce que garantit le droit de grève, ce n'est pas la grève. Ce n'est pas d'abord la grève. Mais vu la manière dont la grève se fait, s'il vous plaît, elle se fait comment? Avec des morts, lorsque, par exemple, les agents de la santé sont en grève. Vous parlez de comment la grève se fait, mais vous ne parlez pas du contexte dans lequel les grèves éclosent. Vous n'avez pas pu oublier que les agents de renseignement, les agents de santé ont eu des échanges avec le chef de l'État et qu'ils ont eu un moratoire de la part du chef de l'État à l'intérieur duquel les problèmes devaient être réglés. Et que c'est seulement après épuisement de ce moratoire qu'ils ont déclenché le mouvement de grève. Ce que je veux dire qui est clair, ça c'est important à savoir, mais c'est une question de pédagogie. On doit s'interroger sur l'histoire du droit de grève dans notre pays. Donc, et quand on s'interroge là-dessus, non, d'accord, moi je ne vais pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'a pas du temps pour faire de l'histoire. Mais je ne dis pas que je vais faire l'histoire, mais dire qu'on doit faire l'histoire, c'est rappeler au moins un principe. Sur le principe, rappeler que nous avions quand même été amenés à autoriser le droit de grève en sortant d'un régime totalitaire. Et lorsque un droit est aussi fondamental que celui-là, on ne peut songer à le retirer comme étant la seule solution. Non, il faut simplement trouver le moyen de faire en sorte que les problèmes qui conduisent aux grèves soient réglés de façon harmonieuse dans un échange constructif entre les acteurs. Parce que si les problèmes sont réglés dans la mesure des moyens qui existent pour l'État, les gens n'iront pas parce qu'ils sont des êtres humains aussi. Ils ont du sang dans les veines. Ils se sont fait former dans le secteur de la santé. Et donc, au moins, vous n'êtes pas agent de santé. Donc, vous comprenez que eux, ils sont plus sensibles à la vie que vous, au point d'avoir accepté de consacrer leur vie à la formation dans le secteur de la santé et au traitement. Donc, on ne peut pas penser, nous qui ne sommes pas dans la santé, que les gens qui se sont fait former pour traiter la vie, pour soigner la vie, et qui sont au milieu de la nuit à 2h, 3h, 4h au chevet des patients, soient moins préoccupés par la vie humaine que nous. Et donc, quand on comprend cela, on ne peut pas présumer que ces personnes soient préoccupées par la volonté de voir mourir des gens. Ils veulent juste qu'on les écoute et l'État doit rechercher les solutions. Cela est général et ça concerne tous les secteurs de travail dans notre pays. Très bien. Parlons du secteur de l'éducation, avec certaines réformes au niveau, par exemple, de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, avec le programme des cantines scolaires qui a connu une forte subvention du gouvernement du président Patrice Talon, l'évaluation des instituteurs qui doivent transmettre le savoir, et puis le ministre des Enseignements secondaires a annoncé que désormais les responsables d'établissement vont remplir un cahier de charges avec critères de performance obligatoires. À quoi viennent répondre ces différentes réformes dans l'enseignement, David Bioko? Vous me permettez très rapidement. On doit évoluer. Oui, s'il vous plaît. Ouvrez une parenthèse et de. En 30 secondes. En 30 secondes. Je veux dire, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Et ces questions qui posent, oui, vos préoccupations, allez-y. Vos préoccupations sont peut-être la préoccupation de certains Béninois et vous enfoncez un peu le clou. Et je reviens pour vous dire, en 2 ans, le président, si vous voulez, le président n'a pas une baguette magique. Et les projets, il y a des projets et il y a ceux qui se font.
tous les jours dans les hôpitaux. On avait des hôpitaux où les centres de santé très sales, à un moment donné de la vie de nos centres. Aujourd'hui, il y a la réfection partout. Les gens manquaient de lits pour les malades. Aujourd'hui, on a grandi, on fait des extensions de ces salles, de ces dortoirs ou de cette salle d'hospitalisation. Mais écoutez, je veux que vous alliez, s'il vous plaît, dans ces centres. Moi, je n'avais pas l'habitude. Maintenant que j'ai la gestion spirituelle un peu dans la main, ça me permet d'y aller souvent avec ceux qui sont à ma charge. Très bien. Bon, Parlant de l'éducation. Pour venir à l'éducation, chers journalistes, moi, vous savez, vous ne pouvez pas étudier si vous ne mangez pas, si vous n'avez pas le repas. Si vous n'arrivez pas à vous nourrir. Nous devons remercier le chef de l'État. Je ne sais pas, quand on parle du social, on dit Patrice Talon ne fait pas du social. Va-t-il jeter l'argent d'un avion ou du ciel? C'est la question que je me pose souvent. Est-ce que ça, c'est pas du palpable, du tangible, que le chef de l'État se préoccupe de ce que l'élève doit manger pour pouvoir recevoir l'instruction? On était où, comme vous le disiez? Je crois que on est passé du 25 à 100%, du 25 à 100, du 25% à 100. Mais ça, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, je veux parler, s'il vous plaît, des cantines scolaires. Mais c'est de l'actualité. Vérifiez. Allez-y. Ne restez pas à Cotonou, ne restez pas à Kadiaou, ne restez pas, je ne sais pas, à Sainte-Rita. Mais rentrez. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Oui. Ça, moi, j'appelle ça du social. Quand on peut permettre, s'il vous plaît, quand on peut permettre à l'élève d'aller à l'école sans payer sa scolarité, c'est du social. Aujourd'hui, à l'université. Institué par qui? Mais écoutez, à l'université. Institué par qui? À l'université. Au moins, ça a été institué peut-être par le prédécesseur, mais qui continue aujourd'hui. Mais nous parlons de l'université. Il y a eu un bruit dans notre pays pas longtemps, où les étudiants, il y a eu des réformes dans le domaine. Vous avez besoin, le gouvernement vous donne, le gouvernement vous donne 38 millions ou 38 milliards, alors que vous avez besoin de 50 milliards ou de 60 milliards. Il y a un gap qu'il faut retrouver. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants augmente. Les charges augmentent. Ils ont décidé, tu sais, chaque ministère a la politique de son ministère ou à la politique de son plan d'action. Ils ont voulu, nous avons déjà, le gouvernement nous octroie 10 000 francs. Nous avons besoin de 15 000 francs. Les 5 000 francs, il faut tout trouver. C'est le budget prévisionnel de 15 000. Nous avons des ressources gouvernementales de 10 000, mais il faut qu'on en trouve en notre sein. Il faut permettre aux étudiants de payer, de combler ce vide. Mais ça a été quoi? S'il vous plaît, permettez-moi de finir. Les gens se sont levés, ils n'ont pas voulu. Les étudiants, alors qu'ils sont prévenus depuis 1 an, que dorénavant, dans les 12 mois à venir, la prochaine année scolaire, il faut que vous commencez, on va commencer par percevoir, par payer quelque chose, par percevoir quelque chose de vous. Mais vous venez aujourd'hui, vous dites non, on ne peut pas payer. Mais vous ne pouvez pas payer. Est-ce que c'est la faute au gouvernement? Ça a été. Mais le gouvernement, le chef de l'État, comprenant la situation réelle, sociale, la crise mondiale, la crise africaine de nos pays aujourd'hui, a compris la préoccupation des parents. Les gens disent, d'aucuns disent qu'il est revenu sur sa décision. Non. Mais c'est qu'il a compris que le pays, c'est vrai, il y a une crise qui touche
l'Afrique, qui touche le monde. Et c'est ça qui lui a permis de concéder cette partie du budget de l'université. Donc, ce n'est pas du social, ça. D'accord, merci beaucoup à vous. L'autre Kendi, il y a également, j'ai parlé tout à l'heure des cahiers de charges des responsables d'établissement, il y a les primes de rentrée, par exemple, que le gouvernement a dû débloquer pour pouvoir lancer cette année scolaire qui a commencé depuis, et dans le calme, on le constate, le mode de recrutement des vacataires. On a vu aussi que dans ce domaine, il y a une certaine réforme avec une campagne d'authentification des diplômes des vacataires actuellement sur le terrain. Quel impact cela pourrait-il avoir sur, je vais dire, le système éducatif? Et puis, vous avez tout à l'heure parlé des programmes des cantines scolaires. Vous pourrez aussi revenir sur cette question. Merci beaucoup, M. Tchidi. Je voudrais commencer par la question donc, de l'objectivisation en ce qui concerne les enseignants. Vous savez que si vous voulez être performant, quel que soit ce que vous faites, il faut assigner des objectifs à ceux qui ont à charge donc de conduire un certain nombre d'actions pour pouvoir atteindre l'objectif global que vous visez. Et donc, les enseignants, il est normal qu'aujourd'hui, notre système éducatif revienne pour dire, on vous assigne des objectifs chaque année et vous devez atteindre ces objectifs-là. Vous devez être évalué sur ces objectifs pour nous assurer en retour, en tant qu'État, que nos enfants, nos apprenants sont bien formés et pourront être demain des relais de valeur pour la gouvernance de l'État à différents niveaux. Donc là-dessus, c'est une bonne action et d'ailleurs, on doit être à se demander, et je suis curieux d'ailleurs d'entendre M. Amosso sur la question, donc on devrait être à se demander pourquoi est-ce que des gens qui sont appelés à former nos enfants refusent, n'est-ce pas, qu'on puisse les évaluer. Ça, c'est une question pertinente. Est-ce que c'est une question de niveau? Est-ce que c'est parce qu'on a peur que ces lacunes soient mises à nu? Oh, le président de la République, souvenez-vous, il a dit, c'est pour identifier les besoins en formation de chaque formateur, de chaque enseignant, pour pouvoir mettre ça dans un cadre global, annuel de formation pour pouvoir relever le niveau. Maintenant, au niveau éducatif, je peux vous dire que c'est l'un des domaines où beaucoup de choses se font au niveau national et qui sont naturellement à caractère social. Commençons par les cantines sociales, les cantines scolaires. Les cantines scolaires sous l'Ancien Régime, c'était quoi? C'était 1 milliard par an. 1 milliard par an, mais qui était mal géré, qui était géré sur fond de populisme. C'est-à-dire qu'on demandait à des particuliers donc de pouvoir gérer ces cantines scolaires-là et ils le faisaient à leur manière sans prendre sans qu'il y ait autour assez de gants, assez de restrictions, assez de contrôle. Et au final, nos enfants n'étaient pas assez pris en compte par ces cantines scolaires. L'État actuel, à partir de 2016, a fait le diagnostic. Et il a dit, je parle bien du gouvernement, le gouvernement a décidé de confier ce programme-là au programme alimentaire mondial. 22 milliards sur 5 ans. Et le programme alimentaire mondial, donc le PAM, ayant une expérience assez nourrie dans ce domaine, le programme alimentaire mondial se chargera donc chaque année de faire ce qui est nécessaire pour que les enfants, tous les enfants de ce pays, puissent avoir accès aux cantines scolaires, au moins à un repas par an. La conséquence de ça, c'est que aujourd'hui, de 30% oui, d'élèves autrefois qui avaient accès à ce programme, aujourd'hui nous sommes au minimum à 51%. Et mieux. Donc, ça vous fait autour de 351 000 élèves aujourd'hui, dans plus de 1700 écoles. D'accord? Et mieux, c'est que ce programme alimentaire, il faut voir le degré de vision du président de la République. Le président de la République a demandé au PAM de faire en sorte que pour les repas qu'on doit offrir à nos élèves, à nos enfants, qu'on puisse prendre la peine de s'approvisionner d'abord auprès des producteurs locaux. Et que c'est lorsque, au niveau des producteurs locaux, on aurait constaté qu'il n'y a plus suffisamment donc, de vivres disponibles pour pouvoir être utilisés au profit donc, des élèves, qu'on irait maintenant à l'extérieur pour faire des importations. Oui. Je voudrais
je voudrais... Rapidement. Oui, rapidement, parce que Les vous primes, avez, par exemple, de rentrée, vous avez abordé... les primes de rentrée. Vous savez, le secteur éducatif est très important, donc permettez-moi d'aller rapidement. Oui. Les primes de rentrée, c'est à saluer. Donc, nous avons eu une rentrée très apaisée, et ça, il faut non seulement saluer donc les syndicats, mais il faut saluer également le gouvernement. De 10 milliards qui étaient prévus au titre donc, de l'année académique, le gouvernement a débloqué 12 milliards, non seulement pour payer les primes de rentrée, pour payer les contributions des filles au niveau du premier cycle, 622 500 000, pour payer les cantines scolaires, 3 milliards 400 000, pour également relever le taux horaire, par exemple, des enseignants vacataires qui ont le CAPES, qui ont été recrutés sur la base du CAPES, de 1500 à 2500. Oui. Donc, ça fait un bond de 1000 francs. Et également ceux qui ont le BAPES de 1500 à 1800. C'est énormément d'efforts. On pourrait continuer le débat au niveau du système éducatif parce que ça m'intéresse beaucoup pour montrer à notre cher ami tout ce que nous faisons. On pourrait continuer pour aller au niveau des allocations universitaires. On va y revenir tout à l'heure. On va parler de l'enseignement supérieur tout à l'heure. Pourquoi vous ne laisserez pas finir Constantin Moussou, justement, ces différentes réformes dont on a parlé tout à l'heure, oui, on va y revenir tout à l'heure. J'ai d'abord posé la question relative à l'enseignement maternel primaire et secondaire. Les programmes des cantines scolaires, les primes de rentrée par exemple, lorsqu'on voit un peu le calme dans lequel se déroule déjà cette année scolaire, est-ce que ce n'est pas significatif ou encore synonyme de ce que les acteurs ont été satisfaits par le gouvernement? Merci. La première des choses, c'est que nous sommes au début. Et en début d'année, généralement, c'est calme parce que les enseignants dorment. Moi, je ne trouve pas de problème à l'idée que ce soit calme parce que mes enfants vont dans les écoles publiques. Je ne mets pas mes enfants dans les privées. Mes enfants sont dans l'école publique qui est en face de ma maison. Et donc, vous savez que je suis non plus préoccupé par vous parce que je parie que vous tous deux, en face de moi, vous avez vos enfants dans les privés. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Non, ce n'est pas à cacher. Moi, mes enfants sont dans le privé. Et vous? D'accord. Mais cela a une raison. Vous n'allez pas le débat n'est pas là. Très bien, merci. Moi, mes enfants, oui. sont dans le public. Est-ce que ce n'est pas synonyme de ce que les acteurs... Le débat est là. Est-ce que le débat est là? Non, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle du social, Constantin, s'il vous plaît, je vous en prie. Les actes posés par le gouvernement, il a énoncé tout à l'heure les chiffres. Qui sont peut-être incontestables. Est-ce que vous ne sentez pas que ça impacte les populations à la base? Et j'ai voulu vous parler de ma propre expérience. Parce que lui... Est-ce que ce n'est pas singulier? S'il vous plaît, cher ami, est-ce que vous voulez que je parle? Allez-y. Je vous écoutez. Vous avez suffisamment introduit, je comprends l'essentiel de l'idée. Voyez-vous, j'ai en face de moi 2 relais du Conseil des ministres, dont l'ensemble du propos est le relais identique, amplifié, sonorisé de ce que le Conseil des ministres dit, diffusé sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce dont je vous en parle en tant que porte-parole de la population de ce peuple. Des jeunes, oui. Parce que, toute la population béninoise? Mais bien sûr, vous savez pourquoi j'ai pu me prévaloir de ce titre? Parce que depuis le 9 septembre, je suis en train d'aller partout dans ce pays. Je vais dans les contrées les plus éloignées, je vais dans les villages. Lorsque j'étais à Soava récemment, mais qu'est-ce que j'ai remarqué dans l'arrondissement de Ganvier à Soava? Je ne parle même pas des conditions précaires dans lesquelles les enfants vont à l'école, mais depuis 2 ans, et ce n'est pas qu'à Soava, le gouvernement que vous célébrez, le gouvernement dont vous êtes les relais, dont vous êtes les porte-parole, a décidé de ne plus mettre les manuels scolaires à la disposition des établissements. Ça fait 2 ans que ça dure. Oui, mais le programme, par exemple, des cantines scolaires, parce qu'on va y aller étape par étape. Je suis pas d'accord. Non, mais je vous ai posé des questions précises. Je voudrais que vous appréciez d'abord ce programme des cantines scolaires. Vous voulez que nous fassions le bilan du secteur primaire. Oui, et je vous ai posé des questions précises. Non, mais moi, je parle de ce que je vois dans le secteur primaire. Oui. Et puis, je commence par où je vais, notamment ce qui est dans le secteur primaire. Enfin, mais si chacun allait dire ce qu'il voulait, c'est qu'il n'y a plus de conducteur. Vous avez parlé où? Alors, dites-moi, monsieur Amoussou, nous ne voulons pas que vous releviez ce qui ne marche pas. Nous voulons que vous releviez ce qui marche. Mais c'est ce que vous êtes en train de me dire. Parce que s'il n'y a pas les manuels, on ne met pas les manuels, on ne met plus les manuels scolaires à la disposition des établissements. Les enfants n'arrivent pas à lire, etc. Et tout. Et vous dites que monsieur Amoussou ne parlait pas de ça. Ça veut dire que vous êtes 3 porte-parole du gouvernement sur le plateau contre moi. Non, c'est un procès d'intention. C'est ce que vous faites et je le relève. Parce que les téléspectateurs ne sont pas dupes et ils observent. Et lorsque je vous pose des questions que vous décidez de ne pas y répondre, le gouvernement a décidé de vous recadrer aussi sur ces questions. S'il vous plaît, vous m'avez dit
nous allons aborder le secteur primaire. Et quand vous lui avez dit d'aborder le secteur primaire, vous lui avez indiqué des pistes, ou peut-être ils ont pris des pistes. Ça, c'est ce qui leur convient dans leur rôle de porte-parole du gouvernement. Mais moi, je ne suis pas là pour être le relais de ce que dit le gouvernement. Il y a 2 personnes pour le dire. Et peut-être vous, le 3e, pour le dire. Mais moi, je veux relever ce qui ne marche pas. Ce que vous dites, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Je relève ce que j'observe, que les populations et que les téléspectateurs voient aussi. Et donc, je dis là-dessus que les manuels scolaires, le gouvernement de Patrice Talon a refusé de les mettre à la disposition des écoles. Je l'ai remarqué à Ganvé, je l'ai remarqué partout ailleurs, en tout cas, au moins dans 10 communes où j'ai été, où je vais dans les écoles, partout pour voir comment le combattant vit. Deuxième chose, j'ai dit que mes enfants sont dans des écoles publiques. Voyez-vous, à l'école primaire publique de Cloacombe qui est en face de moi, sur 6 enseignants qu'il faut pour un groupe pédagogique, il y a 3. 3 sur 6. Au CE2, au CM1, il n'y a pas d'enseignants. Il y a une 3e classe, je ne sais pas. Dans le groupe, ça c'est dans le groupe B. Dans le groupe A, c'est le même enseignant qui garde le CM1 et le CM2. Est-ce que ça date de Patrice Talon? C'est pas... Et là, je parle d'aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui, vous dites ça date de Patrice Talon? Ça se passe aujourd'hui sous Patrice Talon. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, lorsque vous dites que dans le secteur primaire, on a réglé les problèmes et qu'il n'y a pas, je vous dis, voilà les choses qui ne vont pas. Et si ces choses qui ne vont pas ne vous intéressent pas, parce qu'il faut que l'on le sache pour régler les problèmes, alors moi, je ne leur dirai pas. Et nous allons chanter, ils ont fait cantine, etc. Mais tout. Moi, je suis heureux d'avoir dit. De toute façon, les cantines scolaires dont on parle là, ne sont pas venues à Cloacombe, chez moi. Ne sont pas allés à Granville, là où j'étais allé. Ne sont pas dans les arrondissements de Kouamassé où moi je suis passé. N'ont été vus nulle part. N'ont été vus nulle part à Lokossa, à Grand Popo, à Comé, à Tiémé, où moi j'ai été. Je ne les ai vus nulle part. Il y avait je n'ai pas été partout. Mais voilà. Et donc, vous considérez que moi, je vous parle de ce que je vois. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Contrairement aux 2 autres qui sont en face de moi, qui sont habillés d'ailleurs exprès en blanc, parce qu'ils voient tout en blanc. Ce sont des détails qui n'importent pas vraiment. Parlons de l'enseignement supérieur cette fois. De l'enseignement supérieur. Alors, dans le secteur de l'enseignement primaire, supérieur, je suis scandalisé. C'est là où je suis le plus scandalisé. Parce que, voyez-vous, lorsque le gouvernement a décidé d'augmenter de 300% les frais d'inscription à l'université, si j'avais vu M. Biokou dire c'était mauvais, je l'aurais applaudi. Si j'avais vu M. l'autre candidat dire c'était mauvais, je les aurais applaudis. Mais ils avaient commencé à dire, pour la plupart d'entre eux, je ne les cite pas nommément, mais tous ceux qui soutiennent le gouvernement étaient en train de dire oui, c'est bon, c'est bon. Les études ont un coût, il faut payer. Tous ont dit que c'est bon. Et quand nous avions mené la lutte, et qu'à l'issue de la lutte des étudiants, la lutte des citoyens qui sont préoccupés par les conditions précaires de vie de nos compatriotes a fini par porter. Et que le gouvernement, en raison de facteurs que je ne sais pas, peut-être les élections qui sont proches, a fini par décider de revenir à la mesure pour laquelle nous étions en train de lutter depuis, ils ont commencé à applaudir. Pourquoi vous applaudissez une chose contre laquelle vous étiez? C'est de l'hypocrisie. Vous parlez du social dans le secteur de l'enseignement supérieur. Mais pourquoi, alors que ce social aurait pu préoccuper ce régime, a-t-il décidé, dès le début, de porter à 100 000 francs les frais d'inscription à l'université, ensuite de créer d'autres frais de 20 000 francs, puis d'autres frais de 50 000 francs. Okay. Ensuite, ce n'est pas terminé. C'était des annonces, ça n'a jamais été mis en pratique. Les décrets d'application ont été pris, j'ai vu le décret. Pas appliqués jusqu'à présent, de toute façon. Non, mais ils ont décidé, il y a une semaine que le gouvernement a décidé de changer la donne et la ministre est passée à la télévision pour l'annoncer. Moi, j'applaudis parce que je dis c'est l'aboutissement de mon combat. Mais mes deux vis-à-vis n'ont pas le droit d'applaudir parce qu'ils n'avaient pas dénoncé le contraire quand ça se faisait. La troisième chose que je veux dire pour finir sur la question de l'enseignement supérieur, c'est que pendant les élections, pendant la campagne, le chef de l'État s'était rendu à l'université, avait été accueilli comme un sauveur à l'université. Quelques jours avant lui, l'ancien Premier ministre Zinsou était parti, avait été chassé par les enseignants, les étudiants. Le lendemain, M. Kouba qui était parti, a été chassé par les élèves. Lorsque le chef de l'État, entouré de son équipe, est parti, il a été accueilli en triomphe par les étudiants. Mais les premières mesures, je vous dis que cela aurait pu signifier qu'il allait porter un regard particulier, bienveillant sur ces étudiants qui l'ont fait confiance. Merci mais je n'ai pas dit ce qu'il a fait.
Mais quand il est arrivé, Oui. savez-vous la première chose qu'il a faite? Non, on ne va plus forcément. Savez-vous la première chose parce qu'il qu'il y a a eu faite? des décisions qui avaient été cassées par la Cour. Je sais que c'est peut-être ce que vous voulez dire. Oui, mais lorsqu'on parle du social, ce n'est pas forcément ça le social. Oui, mais c'est aussi ça le social. Non, Il a exclu 21 étudiants de l'université. À ce jour, ils n'ont pas été réintégrés. Ça, ce n'est pas Pourquoi? dans le domaine du social, par exemple. Parce que c'était en train de faire la grève pour réclamer. Non, on ne va pas. Ça, ce n'est plus le social. Qui avait comme fondement le social. On reviendra peut-être pour Et comment? S'il vous plaît, vous n'avez plus. Et comment? Moussou, vous n'avez plus la parole. Alors, lui, il a la parole quand même. David Biokou, non, je vais vous revenir. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle de vous n'avez pas la parole ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pas la parole ni l'un ni l'autre. David Biokou, parlant de l'enseignement supérieur, on a parlé tout à l'heure de l'inscription qui est maintenue gratuite. Il y a les réformes au niveau du COUS, par exemple, où on a décidé que les œuvres sociales soient confiées à un délégataire pour pouvoir améliorer la qualité de ce côté. Et puis, la question des allocations à l'université pour les étudiants, qui connaît aussi une certaine modification. On parle de la bancarisation, de la mensualisation. Est-ce que vous lisez, à travers ces différentes réformes, je vais dire, la réponse que sollicitaient les étudiants? Je crois que c'est pour sécuriser ceux qui vont vers les étudiants. C'est pour pouvoir avoir une assurance par rapport aux bénéfices des réformes par ces étudiants. Je prends le cas de la CENO. Ce que vous appelez, le COUS actuel. Oui, ce que nous appelons aujourd'hui le COUS. Vous imaginez que la qualité de ce que mange l'étudiant doit quand même refléter d'un bon repas qu'un homme en a besoin pour nourrir son corps. Le président ou le gouvernement, à travers ce ministère, a le souci de la santé de ses étudiants. Dans un passé très récent à l'arrivée de ce gouvernement, de la rupture, du nouveau départ, vous allez voir qu'il y avait une équipe qui était allée pour sillonner le COUS, pour voir la réalité de ce qui se faisait là. Donc, il y a toujours l'expertise. Et après, il y a des solutions. Et on a trouvé aujourd'hui que l'existant qui était là ne répondait réellement pas à la réalité. Et c'est ce qui aujourd'hui, en confiant, tu sais, une gestion confiée à une structure à qui on donne une concession ou un agrément, vous allez voir qu'il y a automatiquement une amélioration qui est visible. Et ça a été le cas. Et moi, j'en ai été, moi, personnellement, un cas d'école dans ce pays, dans un domaine bien déterminé. Donc, oui, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui... Quel impact cela a sur les étudiants? L'impact, c'est de pouvoir nourrir, permettre à l'étudiant de bien manger et de manger avec beaucoup plus de satisfaction. Des étudiants qui se plaindraient peut-être du coût des œuvres sociales après. Vous le savez, dans le temps, ça criait, il y avait des grèves par rapport aux courses. Oui. Les étudiants ne se retrouvaient pas par rapport à ce qu'on leur servait comme repas. On a connu ça dans notre université. Et l'autre chose, on parle de la bancarisation dans le domaine des allocations. Parce que quoi? C'est pour arrêter cette hémorragie de circuits parallèles. Les destinataires réels ne bénéficiaient pas de leurs allocations. Et il y avait parallèlement des circuits où on sortait, il y avait des noms futifs, des étudiants qui n'existaient pas, les étudiants qui ne vivaient pas, mais donc qui bénéficiaient, assurer la transparence. et qui bénéficiaient de ces fonds. Mais aujourd'hui, il faut que chaque étudiant reçoit ses allocations à travers quoi? À travers un compte bancaire dans une structure bien organisée. Et merci. Ça, ce n'est que, s'il vous plaît, dans le domaine toujours de l'enseignement supérieur, vous avez parlé tout à l'heure des réformes. On a évoqué certaines réformes tout à l'heure avec David Biokou, la bancarisation, des allocations, ainsi de suite. Est-ce que ça vient répondre aux préoccupations des étudiants? Est-ce que vous me permettez de prendre une minute pour revenir sur... Une minute, c'est trop. Oui. OK. Donc, je vais y aller rapidement. Oui. Les besoins d'hier sont
encore les mêmes que les besoins d'aujourd'hui. Peut-être à un degré divers, selon que le gouvernement actuel apporte les réponses idoines ou pas. C'est pour dire quoi? Notre cher ami Constantin est dans son rôle de dire ce qui, de son point de vue, ne va pas dans le pays, ou du moins ce qui, de son point de vue, est à améliorer. Lorsqu'on prend par exemple la question du manque d'enseignants, ça, c'est un problème de tous les jours, c'est un problème de toutes les années. Et c'est à oublier que lorsque ce gouvernement est venu, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est d'organiser un concours pour le recrutement de plus de 6 000 enseignants. Ça, il faut le rappeler. C'est même 7 000. C'était 7 000, ce qui était prévu. Mais au final, on a retenu plus de 6 000. Voilà. Donc, ça doit être autour de 6 300 et quelque part là. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a cet effort qui est fait. Et que si, malgré ça, il y a encore des manques, cela peut se comprendre. Et donc, le gouvernement, forcément, dans le cadre d'une planification, fera encore d'autres recrutements d'ici là. Donc, c'est ça la vérité. Il faut restituer la vérité. Revenons maintenant aux allocations. En ce qui concerne les étudiants, qu'est-ce qui se passait? Quand le gouvernement est venu, le gouvernement a constaté que, en ce qui concerne les allocations, que d'abord, il faut essayer de faire une bancarisation. Il faut essayer de faire une bancarisation pour mieux maîtriser l'existant, faire l'état des lieux. Et donc, lorsque le gouvernement a fait ce travail, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait plus de 6 000 boursiers fictifs. Ça, c'était pendant les 10 dernières années. Il y avait plus de 6 000 boursiers fictifs qui profitaient impunément des ressources de l'État. L'État a réglé cette question. Une fois que l'État a réglé ça, l'État a dit, mais concernant les boursiers, est-ce que nous allons retenir que celui qui, en venant à l'université, il obtient une bourse en vertu d'une certaine moyenne, est-ce que nous allons continuer à retenir que, en passant à une année supérieure, par exemple en passant en deuxième année, est-ce que c'est la même moyenne qui doit prévaloir pour que cet étudiant-là puisse encore maintenir sa bourse ou son secours? L'État a considéré que ce serait pénaliser les étudiants, donc de maintenir cette exigence. Et donc l'État, dans la réforme qu'il a mise en place d'ailleurs par le décret 2017-155, l'État a considéré que désormais, l'étudiant qui vient en première année avec une bourse en vertu d'une certaine moyenne n'aura plus besoin jusqu'à la troisième année, n'est-ce pas, de pouvoir avoir la même moyenne pour pouvoir maintenir sa bourse. Ça veut dire que vous venez en première année, quand vous passez en deuxième année, il vous suffit d'avoir la moyenne, vous gardez votre bourse. Et l'État a décidé, par ailleurs, pour éviter les fraudes, donc de suspendre tout ce qui est bourse octroyée en cours de cycle. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Ça ne vient pas faire du mal aux étudiants? Non, ça ne vient pas. Je vais vous le démontrer. L'impact de cette disposition, c'est quoi? L'impact de cette réforme-là, avec le système des quotas, c'est que désormais, il y a plus de boursiers puisque vous n'avez plus besoin de renouveler votre moyenne, peut-être de 12 ou de 13, je dis n'importe quoi, avant de maintenir votre bourse. Vous avez juste besoin d'avoir votre moyenne pour passer en année supérieure. Donc, ça a augmenté le nombre donc, des boursiers. Mieux, aujourd'hui, vous allez constater, on a 22 000... Vous allez chuter par là. Je vais chuter par là. On a 22 977 boursiers. 22 977 boursiers, dont 14 197 qui étaient anciens, et puis 15 780 nouveaux bénéficiaires. Et ça, c'est la réforme du système des quotas, la réforme du décret 155 et 2017-155 qui a permis d'avoir ça. Permettez-moi de dire l'impact de ça au niveau budgétaire. L'impact, c'est de passer de 7 milliards à 10 milliards en termes de budget pour l'année académique, l'année universitaire 2018-2019. Sans oublier que cette année, l'État a consacré 18 milliards à raison de 15 milliards pour payer les arriérés de 2015 à 2017 en ce qui concerne les allocations universitaires et 3 milliards pour ce qui est de 2018. Donc, il y a quelque chose d'énorme qui se fait au niveau donc, des étudiants. Et ça, on ne le dit pas.
Très bien. Alors, Constantin Moussou, vous allez peut-être... 30 000 étudiants impactés, il faut que mon ami Constantin puisse le reconnaître. Vous allez peut-être parler de ces étudiants qui vont bénéficier de ces différentes réformes, tout en répondant à la question que voici, sans être forcément le relais du Conseil des ministres. En Conseil des ministres, le gouvernement qui a pris la décision désormais d'autoriser l'enregistrement des citoyens sur le registre de naissance à titre dérogatoire, ceux qui ont été enregistrés, par exemple, lors du RAVIP, lors du RENA, ainsi de suite, sur des témoignages. Ils bénéficieront des actes de naissance et ceci gratuitement. Ils sont, lorsqu'on voit un peu le relevé du Conseil des ministres, au nombre de 2 500 000 citoyens qui vont, je vais dire, bénéficier de cette réforme. Est-ce que ce n'est pas salutaire? D'accord. Bourse et état civil ensemble. Je prendrai 2 minutes pour chaque, enfin 1 minute 30 pour chacun des sujets. Oui, merci bien. Alors, pour le premier, j'ai rigolé quand mon ami l'autre Candide Kandi parlait parce qu'il semblait se mélanger les pédales. Depuis toujours, il n'a jamais été question pour un étudiant qui rentre à l'université avec la bourse de renouveler la même moyenne avant d'avoir la bourse. Parce qu'en réalité, rentrer à l'université boursier, c'est d'avoir au moins une moyenne égale à 14. Au moins égale, la mention bien au moins. Et ça même, c'est passé. Donc quand vous avez la mention bien, vous rentrez boursier. Mais pour maintenir votre bourse, il faut que vous atteigniez une moyenne 11,51 dans les facultés et au moins de 12, qui est la moyenne de passage dans la plupart des écoles. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous disons la même chose. Non, mais ça c'était ça depuis toujours. Alors, aujourd'hui, le gouvernement n'a rien apporté de nouveau s'il dit que, même si vous avez 14 hier, que vous avez 11 travail et tout. Aujourd'hui, si vous avez 10, vous maintenez votre bourse. Si vous n'avez plus besoin d'atteindre les 11 de moyenne dont vous parlez. Bon, quand cela ne tienne, si cela est fait, c'est peut-être le côté positif. Moi, je ne sais pas si dans les derniers développements, il y a eu ce... En revanche, ce qui est grave et que je relevais dans ce dossier, c'est qu'on dit que désormais, lorsque vous n'entrez pas à l'université boursier ou secouru, vous ne le devenez pas. Il veut dire que si vous n'avez pas la mention bien en entrant à l'université, quoi que soit l'effort que vous fournirez après, vous ne pouvez pas devenir boursier. C'est ce que dit le décret. Ensuite, le décret dit que si vous n'êtes pas rentré secours, c'est-à-dire avec la moyenne de 11 au moins, même si vous avez 16 après, vous ne pouvez pas devenir secours. Vous ne pouvez pas commencer à avoir le secours. Ce qui veut dire que l'effort que vous fournirez en cours de cursus ne compte pas au regard du pouvoir que nous avons en place. Et on dit que c'est une réforme que l'on devrait applaudir. Donc, globalement, ces choses sont graves et nous les avons relevées. Et je pense que c'est un combat qui mérite de continuer d'être fait pour que les enfants de Pau, qui sont nombreux, puissent avoir accès à l'école, à l'université, à l'enseignement supérieur. 1 minute 30 de passer. Je passe maintenant à la question relative à l'état civil et puis au RAVIP. Je vais vous dire une chose. Oui. Je suis très sensible à la question de l'état civil. Et si vous permettez, une petite anecdote. Depuis plusieurs semaines, j'amène au tribunal, après à l'immigration, après au ministère, un jeune garçon qui a gagné la loterie Visa pour les États-Unis, qui doit avoir son passeport et il présente sa pièce d'identité et son acte de naissance et on commence à lui créer des difficultés. On dit c'est ceci, il y a cela, il faut annuler l'acte n'était pas bon, etc. Et tout. Et donc, l'état civil est souvent sous de difficultés pour nos enfants, nos frères, nos sœurs, quand ils veulent se former, quand ils veulent voyager, faire leur carte d'identité, leur passeport pour voyager, quand ils veulent passer des concours. Je connais des gens qui n'arrivent pas à passer des concours alors qu'ils ont tous les diplômes parce qu'il y a une erreur sur l'acte de naissance et la mention différente sur les diplômes qu'ils ont obtenus fait que ça ne converge pas. Et quand ils vont voir peut-être l'office de baccalauréat ou bien les structures qui organisent les concours, on les envoie au tribunal. Quand on va au tribunal, et ça tue éternellement. Et donc, une réforme qui vise à faciliter l'accès au registre d'État, enfin à l'état civil, ça doit être applaudi. Et ça, sous les successifs régimes, depuis Kérékou jusqu'à ce jour, ça a été tenté. Sous Kérékou, d'abord à travers le premier projet LEPI, je crois, le projet, comment ils avaient appelé ça, ce que conduisait le ministre Adéou. Ensuite, sous Boni Yahi, il y a même eu des audiences publiques pour faire des témoignages. Et sous ce régime, il y a eu, on le dit depuis quelques mois, à travers le RAVIP, oui, un programme qui permet que 2 500 000 Béninois, sur témoignage, aient accès à l'état civil. C'est une chose bonne en principe. Mais ce qu'il faut relever et qui est plutôt préoccupant est ceci. Dans quelles conditions? Si vous voyez les coordinations qu'on a installées partout du RAVIP, si vous voyez même les conditions dans lesquelles le contrat du RAVIP a été signé, vous voyez comment
la structure qui a fait le RAVIP Safran a été recrutée en gré à gré. Oui, mais Est-ce que vous savez ça? vous Le allez débat est permettre... là. Attendez, Le voilà, débat- justement, attendez. Le débat est là. Attendez, Constantin Amosso. Est-ce que vous voulez que je parle? Parce que si je ne démontre pas une démonstration, c'est aller de point A vers un point C en ce passant qui par... fait objet du débat, sans Oui. pour autant vous froisser ou vous vexer, c'est l'impact des populations Non, là-bas. Si les populations ne bénéficient pas... c'est ça que je vais vous démontrer. Non, mais si les populations ne Vous voulez bénéficient m'écouter, pas, si vous ne me- ce serait... Un raisonnement, c'est un mouvement. Les 2500, S'il vous plaît. les 2 millions, 500 Un raisonnement, c'est un 000 mouvement. Béninois ne Si vont vous ne pas laissez bénéficier pas, de ça. s'il vous plaît, un raisonnement, c'est un mouvement. Si on ne laisse pas le mouvement aller à sa fin, à son terme, on ne comprend pas ce que je veux dire. Si la structure qui a été choisie en gré à gré, et que c'est le chef de l'État qui sait pour quelles raisons il les a choisis en gré à gré. Savez-vous si les 2 700 000 dont on parle sont des personnes fictives? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand on parle... Non, s'il vous plaît. Non, c'est grave. C'est grave. Vous avez, s'il vous plaît, un instant. Vous allez permettre. Vous avez, non, ce n'est pas. Vous avez posé un problème. Non, vous avez posé un problème. Vous avez posé un problème. Je voudrais qu'il réponde à ça. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous allez continuer. Il n'y a pas de problème. Oui, monsieur Kindi. Oui. D'abord, première chose, est-ce que le gré à gré est interdit au Bénin? Non, il faut qu'on puisse restituer certaines vérités. Si me pose une question, moi je réponds. Non, je réponds quand il va finir. D'accord. Oui. Le gré à gré n'est pas C'est un interdit. gré à gré illégal. Attendez, Non, je vous en prie. d'abord, oui. Le gré à gré n'est pas interdit. Mais là n'est pas le problème. Là, le problème. Non, non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Nous ne sommes pas sur ce... Un instant. S'il vous plaît. Il faudrait que les gens nous suivent de façon audible. Oui, monsieur Constantin, c'est vous qui sortez du débat. Nous ne sommes pas là pour parler de Safran. Nous sommes là pour parler donc des actions qui sont posées par le gouvernement pour impacter la vie des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, quand nous parlons de RAVIP, il s'agit de dire le RAVIP a été mis en œuvre, a permis de recenser plus de 10 millions de citoyens béninois. Est-ce que monsieur Constantin conteste qu'il n'y a pas eu recensement sur toute l'étendue du territoire national, qu'il n'y a pas eu sortie massive des populations et que donc l'État béninois n'a pas pu recenser plus de 10 millions. Monsieur Constantin, s'il conteste cela, qu'il puisse le dire ouvertement. Donc c'est ça le débat, c'est ça le vrai débat qu'il faut faire. Oui. Avec tout son corollaire, c'est-à-dire la suite du RAVIP, qu'est-ce qui est réservé à ces 10 millions en ce qui concerne, par exemple, l'obtention donc de la carte biométrique, en ce qui concerne le projet H, en ce qui concerne la délivrance donc des actes de naissance pour les 2 500 personnes. Ça, c'est des actes qu'il faut applaudir parce que l'État béninois ne connaissait pas 2 500 000 de ses citoyens. Et aujourd'hui, l'État béninois, en autorité responsable, entité responsable, dit non, il faut que parce que nous avons réussi à les faire enrôler sur fond de témoignage, parce que nous avons ensuite fait voter une loi pour consacrer donc la délivrance donc des actes de jugement supplétif qu'ils n'ont pas, il faut que maintenant nous allions sur le terrain d'ici 2 semaines, que nous passions à la phase opérationnelle et que nous commencions à délivrer. Donc c'est de ça il s'agit. Très bien. Oui. Je peux parler? Vous allez justement. C'est ça il s'agit. Vous allez parler. Oui, allez-y. Je peux parler? Allez-y. Vous me laisserez parler comme vous l'avez laissé parler. Allez-y. Mais très bien. Parce que lorsque vous entrez dans les dossiers techniques, alors que ça ne concerne plus forcément le social, c'est comme si mais comment on ça? sort, Vous parlez on de sort du RAVIP, cadre. vous parlez de 2 500 000 nouveaux Béninois. Et je Dans le pose une registre question. d'état civil. Béninois. Ah, mais s'il vous plaît, On n'a pas dit 2 500 000 nouveaux Béninois. Est-ce que vous avez Ils ont dit 2 toujours été 500 des 000 Béninois. découverts sans pièces d'identité? Ils ont toujours été Béninois, mais ils n'avaient Ça- pas... ça m'en tourne d'allez-y. de parole. Allez-y. Ok, Constantin merci. Mousseau, allez-y. Vous dites qu'à l'issue du processus du RAVIP, qui a été conduit, je le rappelle, par une entreprise qui a une renommée sulfureuse, qui a été choisie en mode gré à gré illégal par le gouvernement, par le chef de l'État. Qu'au bout de ce processus, s'il vous plaît... Et c'est vous qui savez ce que vous dites. Oui, et puis on peut revenir sur ça pour faire ça après un autre jour si vous voulez. Mais donc, lorsque ce processus est terminé, on a identifié 2 500 Béninois, 2 500 000 Béninois, sur témoignage. Oui, mais ce S'il n'est vous pas à plaît. l'issue de Vous ce le levez processus pas. seul. Non, attendez, ce n'est pas à l'issue de ce processus seul. On a cité aussi les Béninois recensés à l'occasion de la LEPI, par exemple. Les Béninois recensés à l'occasion du RENA. Et c'est le Conseil des ministres qui le dit. Donc, moi, je ne vous donne rien de nouveau comme information. Oui, mais vous allez aller. Parce que vous focalisez sur le RAVIP seul. Moi, je ne suis pas le porte-parole du Conseil des ministres, c'est le relais du Conseil des ministres. Ça, je voulais rappeler. Et je dis, j'observe qu'on dit qu'au terme de ce processus, 2 500 000 Béninois
ont été identifiés, qui n'avaient pas de date de naissance. Voilà. Mais vous savez, en pays fond, vous permettez, on dit, mais le thé, bon, on a un témoin. Mais le thé, bon, on a un témoin. Mais est-ce que M. Candide Kendi était le témoin de ces 2 500 000 Béninois? Et donc, c'est grave. non, est-ce que c'était vous? Alors moi, je n'étais pas leur témoin. En considération de cela, je dois m'interroger sur leur origine, sur la réalité, sur leur existence réelle. C'est la banalité si vous ne vous interrogez pas sur la réalité. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de 6 000 bénéficiaires fictifs de bourse, non? Il en a parlé, non? Vous ne l'avez pas interrogé, hein? Mais pourquoi, lorsque moi je dis que parmi les 2 500 000 Béninois... Non, là, c'est du tangible, c'est des résultats, c'est des résultats vous étiez officiels. témoin, vous étiez témoin du travail qui a été fait. Un instant. Allez-y. Je voudrais que le plateau soit de façon équitable. Allez-y, vous avez la parole. Mais très bien. Donc, lorsque vous dites qu'il y a pu y avoir 6 000 Béninois fictifs, et tout, c'est parce qu'on a fait, après une expertise, une contre-expertise. Mais moi, je suis en train d'appeler, disons, d'abord à douter des 2 500 000 Béninois dont on parle, quitte à ce qu'une expertise internationale vienne confirmer, comme vous dites qu'une expertise a confirmé qu'il y avait eu 6 000 Béninois fictifs. Tant que ce travail n'est pas fait, je dois être réservé et considérer que l'on est peut-être en train de faire des réserves de personnel que l'on va amener vers les élections dans le processus de fausser, de fausser les résultats des élections. C'est de ça qu'il peut s'agir. Et donc ça, il faut interpeller. Et vous, c'est votre responsabilité en tant que journaliste d'interpeller. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes venu sur ce plateau, par exemple, on vous a donné la parole. Je ne le fais pas souvent. Je suis à la région aussi. Et vous n'avez pas forcément à nous donner des leçons en tant que journaliste. Non, mais je vous rappelle, j'ai été journaliste aussi, vous savez très bien. Donc, alors ça ne vous donne pas le droit de nous donner des leçons. Je ne vous donne pas de leçons, mais je vous rappelle disons, des fondamentaux du métier, de notre métier. Donc, ce n'est pas à vous que cela revient. Merci. Oui, David Biokou, rapidement. On va finir cette émission, oui. Vous dites vous avez eu un cas où il a été très difficile à ce dernier c'est moi qui l'ai dit. de passer au service de l'immigration. Parce qu'il a un problème au niveau de l'état civil. L'état civil, oui. Alors moi, nous devons acclamer. Mais j'ai commencé par acclamer, c'est pas là que j'ai commencé. S'il vous plaît, nous devons rester plutôt dans le fond. Quand je dis une chose qui vous arrange, vous récupérez ça. Quand ça ne vous arrange oui, pas, vous ne pouvez pas entendre ça. Nous devons voir la chose dans le fond et non dans la forme. Safram, on ne parle pas de Safram aujourd'hui. Nous parlons plutôt de ces 2 millions de Béninois. Dont ils doutent. Vous êtes témoin, oui, mais le témoin est témoin. Qui ne pourront pas s'inscrire dans une école. Je vous ai posé une question. S'il vous plaît. Vous allez lui permettre. Vous allez lui permettre d'aller au bout quand même. Est-ce que ça veut dire que... S'il vous plaît. Constantin Moussou, lorsque je vous donne la parole, vous parlez. Si je vous l'arrache, vous ne parlez pas. Oui, je vous écoute. David Biokou, allons-y. Alors, donc, 2 500 000 de Béninois qui n'ont pas d'état civil, qui n'ont pas date de naissance. Donc, ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils peuvent se soigner, mais sans les identifier. Mais c'est une chance pour le Bénin. Nous devons remercier le gouvernement. Ces 2 500 000 Béninois ne seraient pas forcément réels lorsqu'on l'entend. Oui. Que répondez-vous à ça? Oui, mais c'est là même ce qu'il a comme inquiétude. C'est une affirmation gratuite. C'est une affirmation gratuite. Le problème est quoi? Oui. C'est ni lui, ni moi. Nous ne sommes pas Safram. Mais nous savons une chose, ça a été constaté. Ils sont allés sur le terrain. Safram n'est pas resté dans une salle, dans une chambre. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas basé seulement sur le RAVIP pour donner les... Ils sont descendus sur le terrain. Et le même problème se pose. Ce n'est pas du temps du président Talon, depuis le président Kérékou, qu'on a constaté qu'il y a des Béninois et qu'il fallait faire quoi? Qu'il fallait passer au témoignage pour leur attribuer un état civil, un acte de naissance. Donc, si c'est du faux, donc c'est pas ce faux-là, c'est pas d'aujourd'hui, ça existait. Je veux que vous compreniez une chose. Tout ce que le gouvernement est en train de faire, tout ce que le gouvernement fait, on parle, on doute, on veut qu'on veut, on ne porte pas je sais pas, on ne parle pas du sérieux à ce que fait le gouvernement. Moi, je vais vous dire une chose. C'est ce qui nous tue, c'est le problème des Béninois. C'est notre problème, ça. Quand nous avons, nous perdons, comme on le dit chez nous, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Je vous en prie, il faudrait que nous, les 11 millions de Béninois dont on parle aujourd'hui, nous puissions
tous se mettre ensemble pour faire avancer notre pays. Et c'est une chance pour nous, pour ce quinquennat. Nous avons beaucoup perdu dans ce pays. Nous sommes laissés toujours au doute, aux critiques, à se soupçonner. Oui, il faudrait que nous nous mettons au travail. Et ça, c'est du sérieux, cher ami. Merci. Monsieur Kendji. Oui. Vous allez constater avec moi que mon cher ami Constantin est dans la suspicion et qu'il est il est en train de faire une affirmation gratuite qu'il ne peut pas étayer. Il pose des inquiétudes. Il pose des inquiétudes, oui. Peut-être, mais qui ne sont pas forcément vérifiables. Quelle est l'autorité qui est chargée de conduire le recensement sur le territoire national? C'est l'État. Ça a toujours été ainsi. Est-ce qu'il nous appartient en tant que citoyens de dire, lorsque ce recensement a été fait et que les résultats ont été fournis, de dire notez à un témoin, puisque c'est ce qu'il a dit. Mais le témoin est un témoin. Ça signifie quoi? Ça signifie que au moment du processus où les témoignages étaient en train d'être recueillis, ça signifie que quelque part à Tchoumi, l'État devrait appeler notre cher ami Constantin pour dire « Viens pour être témoin ». Quelque part à Grand Popo, l'État devait appeler notre ami pour dire « Viens pour être témoin ». Non! Nous avons confié une responsabilité à l'État en tant que peuple. On lui fait entièrement confiance, il fait le travail. Maintenant, si nous avons des preuves concrètes pour dénoncer des fraudes, là, je suis d'accord avec mon ami Constantin, mais tel n'est pas le cas. Donc, je souhaite que nous ne soyons pas dans la suspicion on va et dans les affirmations gratuites. On va faire un dernier tour de table pour le compte de cette émission et vous allez dire vos perspectives en matière de réalisation dans le domaine du social. Et je commence avec vous, David Biokou. Je crois que ce que nous avons aujourd'hui en face, qui serait bientôt sur le terrain, c'est le projet H, qui est un projet qui impactera tous les Béninois, qui va régler notre problème de santé, notre problème d'assurance, et c'est une chance pour le Bénin. On dit le gouvernement de Patrice Guillaume Athanas Talon ne fait pas du social. C'est le social qui se fait, c'est le social sans bruit. Le social sans bruit. Savez-vous qu'avant d'être président de la République, le président Talon a construit des écoles, mais lui ne fait pas du bruit. C'est-à-dire, M. Kendji disait, c'est le type de gouvernance qui a changé. Le gouvernement actuel ne fait pas du bruit, on constate. Vous imaginez ce qui se passe à Maria Greta aujourd'hui, si c'était sous d'autres régimes, ce qu'on allait entendre et voir dans ce pays? C'est ça le régime du président Patrice Talon. Moi, je le dis ici, en toute conscience, que nous avons la chance d'avoir ce régime. Chers amis, patientons-nous. 2 ans et demi, on ne peut pas tout faire. 2 ans et demi, nous avons 2 ans et demi, le double dans peu de temps. Et ce que nous voyons en ce moment, si on veut multiplier en deux fois, chers amis, nous allons, à la fin du quinquennat du président Guillaume Athanas Talon, le Bénin sera un pays réellement en voie. Ça ne sera pas en voie, c'est-à-dire, on dit le pays comment? On dit nous sommes le pays en voie du développement. Mais nous serons vraiment un pays en voie vraiment de ce développement. Très bien. Constantin Mousseau. Je pense que les deux finiraient pour que je leur réponde parce que c'est le même camp. Je propose que vous finissiez avec le second blanc. Non, je propose que vous ayez la parole. Si éventuellement dans ces conclusions, il disait des choses qui ne vous agréaient pas. Vous êtes habillé en noir, mais vous nous souvenez. Allez-y. Vous aimez le noir tout le temps. Allez-y, oui. Allons-y. Constantin Mousseau, allons-y. Ok. Vos perspectives. Moi, je regarde l'horizon, je le sonde, je le scrute, comme nos compatriotes que je vois au marché d'Antokpa. C'est vous qui avez fait le reportage sur les 2 ans et demi au marché d'Antokpa. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que vous avez entendu les dames dire? C'est votre reportage que j'ai regardé. 100%, toutes les femmes étaient en train de crier, de décrier, de se plaindre. Elles étaient plaintives. 100%, c'est un reportage de ETL, ce n'est pas mon reportage. Lorsque M. Koupaki est allé à l'ADA et a voulu faire son show, il a vu maman Yannick
Il a rencontré maman Yannick, il n'est plus retourné à la date depuis lors. C'est ça qu'elle avait de nos compatriotes. Et moi, je suis en train de rencontrer maman David, maman Yannick, partout dans notre pays. L'horizon est sombre. L'horizon est sombre. Il est obstrué de désespoir. Et lorsque, à tout cela, on vient à ajouter que l'on a conduit un processus de façon tout à fait obscure et qu'à l'issue, on a découvert 2 500 000 sans pièces d'identité, enfin sans état civil, à qui on veut établir les pièces. Moi, je suis philosophe de formation initiale, je veux dire. Et voilà que me dit des cas de cela ressurgit dans ma tête. Dubito ego cogito, cogito ego sum. Je doute donc je pense. Je pense donc je suis. On doit douter. Douter, pas le doute sceptique, mais le doute scientifique, jusqu'à ce que des preuves probantes viennent à vous confirmer, à vous sortir du doute et à vous indiquer que vos doutes n'étaient pas fondés. Et tant que ces preuves-là n'existent pas, j'ai des raisons de continuer à douter pour ne pas être subri par, disons, le coût que constituerait ces 2 500 000 Béninois conduits par des processus auxquels je n'ai pas été partie prenante. Merci. Merci, vous avez fini. J'ai fini. Très bien. Monsieur Kendi. Merci. Je voudrais aborder rapidement certains points que nous n'avons pas eu l'occasion de discuter au cours de cette émission, qui sont pourtant des éléments très importants qui agissent sur la vie des populations aujourd'hui et qui sont le fruit des actions du gouvernement du président Patrice Talon. Je viens directement au domaine foncier. D'accord ? Quand on prend le domaine foncier, lorsque... Est-ce que ça, c'est toujours dans le social? C'est toujours dans le social. Ils ont situé le domaine du social sur lequel nous voulons travailler. Ils ont dit le santé, l'école. Très bien, oui. Et puis l'état civil. Mais oui. le social est transversal. Non. Le social est... Ils ont cité 3 secteurs dans le social, à l'intérieur du social. Que vous puissiez dire vos perspectives dans le cadre du sujet de ce débat. C'est pas tout ce que vous avez reçu du Conseil des ministres que vous allez je vais y aller. exposer. Lorsqu'on parle, par exemple, oui. lorsqu'on parle, par exemple, de Bénin Taxi, est-ce que c'est pas du social? Même si ça... On a situé dans le champ social... Non, excusez-moi, c'est une question. Je vous en prie. Ça n'a pas un caractère social. Vous allez laisser conclure cette émission, oui. Maintenant, lorsque nous allons sur le terrain de l'eau, ça, c'est typiquement social. À moins que mon cher Constantin me dise encore que la fourniture d'eau, n'est-ce pas, aux 11 millions, 12 millions d'habitants, n'est pas à caractère social. Est-ce que Cassa Bactérie... Je viens. Vous avez parlé, je vous ai laissé écouter. Je vous ai laissé écouter. On ne vous a pas interrompu. Je vous ai laissé écouter. Je vous ai laissé parler du moins. Lorsque je prends le domaine de l'eau, M. Tchidi, allez aujourd'hui à Dassa Glazoué. Le projet japonais en matière de fourniture d'eau, il est terminé. Et le président a instamment instruit la SBE de faire les raccordements. Mieux, je vais vous parler d'un projet, le projet que le président est allé négocier lui-même en Chine pour la fourniture d'eau à Savet, Dassa, Glazoué, à hauteur de 50 milliards. Le résultat de ça, c'est 14 millions de mètres cubes qui vont fournir la zone et desservir les environs comme Savalou pendant 45 à 50 ans. Nous avons réceptionné, c'est-à-dire le gouvernement a réceptionné en août 2017 un château d'eau de 500 mètres cubes qui dessert aujourd'hui Toudjougou et environ. Quand vous allez à Boïkon aujourd'hui, quand vous allez à Boïkon aujourd'hui, vous allez voir que les travaux sont en train d'être faits en ce qui concerne les forages pour fournir de l'eau à temps plein en permanence à hauteur de 4 000 à 4 500 mètres cubes par jour. Ainsi de suite. Et il en est ainsi sur toute l'étendue du territoire. 240, je dis bien 240 forages à motricité humaine ont été construits sur toute l'étendue du territoire national, dans les 11 départements, sauf dans les 12 départements, sauf le département du littoral. Ça impacte parce que la vision du gouvernement, c'est de fournir l'eau potable à tous ses citoyens d'ici 2021. Et comme nous n'avons pas le temps, je n'irai pas plus loin. Mais vous avez vu, M. Tchidi et chers amis, que tout ce que nous avons dit ici ce matin prouve que le gouvernement fait énormément dans tous les secteurs. Il y en a d'autres que nous n'avons pas abordés. Et moi, je voudrais tout simplement vous remercier et dire que nous sommes dans le concret, nous ne sommes pas dans l'abstrait. Tout n'est pas parfait. Nous sommes d'accord avec le fait qu'il y a encore à faire, il y a encore à améliorer, mais il faut reconnaître ce qui est en train d'être fait. Et l'erreur étant humaine, nous sommes convaincus que le président Talon nous mènera à bon port. Je vous remercie. Merci à vous, Lot Candide Kendi. Vous êtes le secrétaire général du mouvement
mouvement Bâtissons le Bénin nouveau. Nous avons terminé cette émission. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. À vos côtés, Monsieur David Biokou, vous êtes le vice-président de la coalition Bénin en route. Et puis, Constantin Amoussou, vous êtes le président du gouvernement des jeunes. Vous êtes aussi le porte-parole du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Voilà, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin du débat de ce dimanche. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur E-Télé.